Voilà, voilà, écoute. La dernière fois, dans, dans notre effort pour analyser les différentes dimensions de l'individualité, j'avais essayé de développer ce thème précisément de la présence de l'infini dans la philosophie du XVIIe siècle et comment et sous quelle forme se présentait cet infini. Or ça, en un sens, c'est un thème très flou, si vous voulez, parce que il me semble que ça vaut vraiment pour la nature de cette pensée au XVIIe siècle. Et je voudrais là presque en tirer des thèmes relativement flous, toujours concernant cette conception de l'individu. C'est presque en tournant, presque essayer d'ajouter des petites des remarques concrètes pour vous faire sentir cette espèce de conception infinitiste de l'individu. Et je dis particulièrement dans le cas de Spinoza. Mais là, peut-être que Spinoza, justement, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, donne une expression parfaite et comme poussée jusqu'au bout de thèmes épars chez d'autres auteurs du XVIIe siècle. Je dis, dans toutes ces dimensions, l'individu, tel que le présente Spinoza, je dirais, ou j'aurais envie de dire trois choses. Que d'une part, il est rapport, que d'autre part, il est puissance, et que enfin, il est, dès lors, mode, mais un mode très particulier, un mode qu'on pourrait appeler un mode intrinsèque. Mode intrinsèque. Et au moins au début d'aujourd'hui, c'est ça que je voudrais expliquer, ces trois thèmes. L'individu, pour fixer des mots en latin, c'est des termes qui réapparaissent beaucoup dans les philosophies du Moyen-Âge, de la Renaissance. Je dirais que l'individu en tant que rapport, il nous renvoie à tout un plan qui peut être désigné sous le nom de la composition. Composition. La composition, comme si dès lors l'individu est en rapport et tout individu est en rapport, il y avait une composition des individus entre eux et l'individuation n'était pas séparable de ce mouvement de la composition. Deuxième point, il est puissance, c'est-à-dire potentia. Ce serait le second grand concept de l'individualité, non plus la composition qui renvoie au rapport, mais la potentia. Et troisième étant potentia. Il est quelque chose de très spécial qui recevra le nom, en effet, chez certains philosophes du Moyen-Âge qui avaient reçu le nom de mode intrinsèque, modus intrinsecus. Et le modus intrinsecus, vous le retrouvez très souvent au Moyen-Âge dans certaines traditions, sous le nom de gradus. C'est le degré, le mode intrinsèque ou le degré. C'est donc chacun de ces trois domaines, rapport et composition de rapport, puissance, degré ou mode intrinsèque, que je voudrais un peu essayer de définir le plus concrètement possible. Je dis d'abord, voyez bien qu'il y a quelque chose de commun à ces trois thèmes. À savoir, c'est par là et sous ces trois thèmes à la fois que l'individu n'est pas substance. S'il est rapport, il n'est pas substance. Parce que la substance concerne un terme et non pas un rapport.
La substance, elle est, comme ils disent au Moyen-Âge, le latin, il est très commode là, elle est terminus, elle est un terme. S'il est puissant, s'il n'est pas substance non plus, parce que ce qui est substance fondamentalement, c'est la forme. C'est la forme qui est dite substantielle. Et enfin, s'il est degré, il n'est pas substance non plus. Pourquoi? Parce que sans doute tout degré renvoie à une qualité qu'elle gradue. Tout degré est degré d'une qualité. Or, ce qui détermine une substance est une qualité. Mais le degré d'une qualité n'est pas substance. Donc, vous voyez, tout ça tourne autour de la même intuition de l'individu comme n'étant pas substance. Je commence par le premier caractère. L'individu est rapport. C'est peut-être une des premières fois, il semble, dans l'histoire de la philosophie, que va se dessiner une tentative pour penser le rapport à l'état pur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, penser le rapport à l'état pur? D'une certaine manière, est-il possible de penser le rapport indépendamment de ses termes? Le rapport à l'état pur, ce sera un rapport indépendant de ses termes. Qu'est-ce que ça veut dire, un rapport indépendant de ses termes? Il y avait déjà eu une tentative assez forte chez un grand philosophe de la Renaissance, dont on a un peu parlé pour évoquer son nom, à savoir chez Nicolas Tkuse. Chez Nicolas Tkuse, dans beaucoup de textes que je trouve vraiment très beaux, il y a une idée qui sera tellement reprise ensuite qu'il me semble que c'est chez lui qu'elle apparaît fondamentalement. À savoir que tout rapport est mesure, seulement que toute mesure, c'est-à-dire tout rapport, plonge dans l'infini. Il le montre à propos d'analyse, il s'occupait beaucoup, par exemple le cardinal de Cuse, il s'occupait beaucoup d'histoires concernant la pesée, la mesure des poids. Il a des pages très bizarres sur la pesée, la mesure des poids, en tant que la mesure relative de deux poids renvoie à une mesure absolue. Et la mesure absolue, elle met toujours en jeu l'infini. C'est très bizarre ce thème, si vous voulez, qu'il y a une immanence du rapport pur et de l'infini. En entendant par rapport pur, le rapport séparé de ses termes. Donc c'est pour ça que c'est tellement difficile de penser le rapport indépendamment de ses termes. C'est pas parce que c'est impossible, mais c'est parce que ça met en jeu une immanence mutuelle de l'infini et du rapport. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme si on pourrait à ce moment-là définir l'intelligence, ça a été beaucoup fait, l'intellect, comme la faculté de poser des rapports. Mais précisément, dans l'activité dite intellectuelle, il y a une espèce d'infini qui est impliqué. C'est au niveau du rapport que se ferait l'implication de l'infini par l'activité intellectuelle. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sans doute est-ce qu'il faut attendre le XVIIe siècle pour trouver un premier statut, je ne dis pas qu'on s'en tiendra là, mais un premier statut du rapport indépendant de ces termes. Car ce que beaucoup de philosophes cherchaient dès la Renaissance, y compris avec les moyens mathématiques dont ils disposaient, ça va être porté à une première perfection au XVIIe siècle, grâce précisément au calcul infinitésimal. En quoi? Là, je voudrais dire des choses très très simples qui n'engagent absolument rien de connaissance de vous de mathématiques. C'est-à-dire, même si vous n'en avez aucune, vous devez comprendre ceci. Le calcul infinitésimal met en jeu un certain type de rapport. Ma question est quel type de rapport arrive au jour avec le calcul infinitésimal, et qui sans doute était très pressenti avant, grâce à des méthodes dites d'exhaustion qui étaient comme une préfiguration du calcul infinitésimal. Dans le rapport auquel le calcul infinitésimal donne un statut solide,
ou en tout cas apparemment solide. C'est ce qu'on appelle un rapport différentiel. Et un rapport différentiel est du type dy sur dx égale quoi, on va voir. dy sur dx égale. Bon, comment définir ce rapport dy sur dx égale? Encore une fois, je ne fais appel à rien, aucune connaissance mathématique. Donc tout le monde doit comprendre. Ce qu'on appelle dy, c'est une quantité infiniment petite, ou, comme ce sera nommé, une quantité évanouissante, une quantité plus petite que toute quantité donnée ou donnable. Quelle que soit la quantité que vous vous donnez, dy, quelle que soit la quantité de y que vous vous donnez, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de y considérée, dy sera plus petit que cette valeur, si loin que vous alliez. Donc, je peux dire dy en tant que quantité évanouissante est strictement égal à 0 par rapport à y. De la même manière, dx est strictement égal à 0 par rapport à x. En effet, dy est la quantité évanouissante de y, dx est la quantité évanouissante de x. Donc je peux écrire, et les mathématiciens écrivent, dy sur dx égale 0 sur 0. C'est le rapport différentiel. Vous me suivez? Si j'appelle y une quantité des abscisses, x une quantité des ordonnées, je dirais, bon, dy égale 0 par rapport aux abscisses, dx égale 0 par rapport aux ordonnées. Voilà la question. Là-dessus, vous comprenez ça, bon, très bien, c'est pas difficile. Dy sur dx égale 0 sur 0, d'accord? Est-ce que ça est égal à 0? Évidemment non. dy n'est rien par rapport à y. dx n'est rien par rapport à x. Mais dy sur dx ne s'annule pas. Le rapport subsiste. Et le rapport différentiel se présentera comme la subsistance du rapport quand les termes s'évanouissent. Ils ont trouvé, là c'est très très important, ils ont trouvé l'outil mathématique. Et même quand ils le traitent uniquement comme outil, comme convention, ils ont trouvé la convention mathématique. Ils ont fondé la convention mathématique qui leur permet de traiter des rapports indépendamment de leurs termes. Or, quelle est cette convention mathématique? Je résume, c'est l'infiniment petit. Voilà en quoi je peux dire le rapport pur implique nécessairement l'infini, sous la forme de l'infiniment petit. Car le rapport pur, ce sera le rapport différentiel entre quantités infiniment petites. C'est au niveau du rapport différentiel qui est exprimé à l'état pur l'immanence réciproque de l'infini et du rapport. Si vous comprenez ça, vous avez presque tout compris. Je dis dy sur dx égale 0 sur 0, mais 0 sur 0, c'est pas 0. En effet, ce qui subsiste lorsque y et x s'annulent sous forme dy et dx, ce qui subsiste, c'est le rapport dy sur dx qui, lui, n'est pas rien. Or, ce rapport dy sur dx, qu'est-ce qu'il désigne? À quoi est-ce qu'il est égal?
Mettons, pour procéder vraiment très simple, mais justement c'est ce que je souhaite, on dira dy sur dx égale z. C'est-à-dire, il ne concerne rien de y ni de x, puisque c'est y et x sous forme de quantité évanouissante. Donc il ne concerne rien concernant y ou x. Il désigne z. Je veux dire quoi? Exemple tout simple. Quand vous avez un rapport dy sur dx dégagé par exemple à partir du cercle, vous voyez, à partir d'un cercle, ce rapport dy sur dx égale 0 sur 0 ne concerne rien du cercle, mais renvoie à une tangente dite trigonométrique. Bon, là, peu m'importe, hein, vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Vous comprenez juste dy sur dx égale z. C'est-à-dire, le rapport qui est indépendant de ces termes va désigner un troisième terme et va servir à la mesure et à la détermination d'un troisième terme, la tangente trigonométrique. Je peux dire en sens que, voyez, le rapport infini, c'est-à-dire le rapport entre infiniment petit, renvoie à quelque chose de fini. L'immanence mutuelle de l'infini et du rapport est dans le fini. C'est dans le fini lui-même qu'il y a immanence du rapport et de l'infiniment petit. Pour réunir ces trois termes, le rapport pur, l'infini et le fini, je dirais quoi? Je dirais le rapport différentiel dy sur dx tend vers une limite. Cette limite, c'est z. Il tend vers une limite, il tend vers la limite z, c'est-à-dire la détermination de la tangente trigonométrique. D'accord? Il faudrait que ce soit très clair, parce que là, je crois, si vous voulez, si vous acceptez cette... Là, je crois qu'on est vraiment dans un nid, dans un espèce de nœud de notion d'une extraordinaire richesse. Et lorsque, après, les mathématiciens diront « Ah ben non, interpréter le calcul infinitésimal par l'infiniment petit, c'est barbare, c'est pas ça, ils n'ont rien compris, etc. » Bien sûr, ils ont raison de quel point de vue, je ne sais même pas de quel point de vue. Mais c'est tellement mal posé le problème, vous savez, tellement mal. Le fait est que le XVIIe siècle, par son interprétation du calcul infinitésimal, trouve un moyen de souder trois concepts clés, à la fois pour les mathématiques et pour la philosophie. Ces trois concepts clés, c'est les concepts d'infini, de rapport et de limite. Donc, la formule, si vous voulez, si j'extrais une formule de l'infini du XVIIe siècle, je dirais quelque chose de fini comporte une infinité sous un certain rapport. Alors cette formule, elle peut paraître toute plate. Quelque chose de fini comporte l'infini sous un certain rapport. En fait, elle est extraordinairement originale. Elle marque précisément un point d'équilibre de la pensée du XVIIe siècle entre le fini et l'infini, par une théorie nouvelle des rapports. Et alors, quand ces types ensuite considèrent comme allant de soi que dans la moindre dimension finie, il y a l'infini. Vous comprenez, quand dès lors, il parle de l'existence de Dieu tout le temps, mais c'est beaucoup plus intéressant qu'on ne croit, il ne s'agit pas finalement de Dieu. Il s'agit de la richesse de
cette implication de concept, rapport infini, limite. Voyez, je vous laisse, ce serait ça mon premier point, en quoi l'individu est-il rapport. Mais l'individu fini, vous voyez, évidemment, l'individu fini, vous allez retrouver au niveau de l'individu fini, mais bien sûr, il y a une limite. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'infini, et ça n'empêche pas qu'il y a un rapport et que ces rapports se composent, que les rapports d'un individu se composent avec un autre, et que toujours, il y a toujours une limite qui marque la finitude de l'individu, et il y a toujours un infini d'un certain ordre qui est engagé par le rapport. C'est une drôle de vision du monde, hein, si vous en faites une vision du monde. Je veux dire, si vous consentez à voir qu'ils ne pensaient pas seulement comme ça, ils voyaient comme ça. C'était leur goût à eux, c'est leur manière de traiter les choses. Alors vous voyez, vous comprenez pourquoi. C'est pas par assimilation facile que quand ils voient que quand les histoires de microscope se montent, ben, ils y voient une confirmation. Le microscope, c'est l'instrument à nous donner un pressentiment sensible. Là, ils ne sont pas idiots. Un pressentiment sensible et confus de cette activité de l'infini sous tout rapport fini. Et le texte de Pascal sur les infinités est un texte extrêmement simple. Là aussi, c'est de grands mathématiciens, mais quand ils essaient de faire comprendre la manière dont ils voient le monde, ils n'ont pas besoin de tout leur savoir mathématique. Parce que les deux se confortent, les deux s'appuient l'un l'autre. Donc Pascal, il peut faire son texte sur les deux infinis sans aucune référence à quoi que ce soit de mathématique. Il aurait pu le faire en mathématicien, son texte sur les deux infinis. Là, il n'a pas besoin. Parce qu'il dit des choses extrêmement simples, mais extrêmement originales. En effet, l'originalité, c'est dans cette manière de souder trois concepts. Qu'à première vue, dont le lien n'a pas de soi. Et puis, au XVIIe siècle, voilà qu'ils veulent montrer que le lien est nécessaire. Encore une fois, un rapport limite infini. Bon. Repos. Si vous n'avez pas compris ça, je recommence. Hein. Sinon, c'est essentiel, essentiel. Il faudrait que vous saisissiez que ça fait quand même un drôle de monde. Pour nous, notamment, c'est vrai, on ne pense plus comme ça, mais quelle joie. Je crois qu'on ne pense plus exactement comme ça. Si vous voulez, nous, c'est plutôt à force de rien savoir en mathématiques qu'on peut comprendre ce que je dis. Eux, c'est à force d'en savoir en mathématiques qu'ils arrivaient à comprendre ça. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons raison. Ce qui a changé, c'est évidemment tout un système de mathématiques comme convention, mais ça n'a changé que si vous comprenez que les mathématiques modernes, elles pointent aussi leurs concepts sur des ensembles de notions, des implications de notions d'un autre type, mais également originales. Voilà. Dois-je recommencer? Devais-je recommencer? Devrais-je recommencer? Faut-il? Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le fini est la facilité de la radio et le film? Ce serait bien ça. Ce serait un éclaircissement. Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce qu'on peut dire que la limite, c'est-à-dire le fini, est la raison de connaissance, l'infini, la raison d'être, du rapport lui-même? Oui. Oh oui, ce serait bien. Ce serait très bien, ça serait très clair. Vous voyez, oui, on dirait la limite vers laquelle tend le rapport. C'est la raison de connaître le rapport comme indépendant de ses termes, c'est-à-dire de x et de y, et l'infini, l'infiniment petit, c'est la raison d'être du rapport. En effet, c'est la raison d'être de dy sur dx. Ouais, on peut le dire absolument. Est-ce qu'ils le disent? Attendez. Ouais, ils le disent. Pas si bien, pas si clairement. Parfait.
Oui, puisqu'ils le disent forcément, puisqu'ils disent tous finalement la formule de Descartes. L'infini conçu et pas compris. C'est-à-dire, on ne le comprend pas, l'infini. Parce qu'il est incompréhensible, mais on le conçoit. C'est la grande formule de Descartes, on peut le concevoir clairement et distinctement, mais le comprendre, c'est autre chose. Donc on le conçoit, il y a donc une raison de connaissance de l'infini. Il y a une raison de connaître qui est distincte de la raison d'être. Comprendre, ce serait saisir la raison d'être. Mais nous, on ne peut pas saisir la raison d'être de l'infini parce qu'il faudrait être adéquat à Dieu. Or, notre entendement est seulement fini. En revanche, on peut concevoir l'infini, c'est-à-dire le concevoir clairement et distinctement. Donc, on a une raison de le connaître. Oui, tout à fait. Bien. Je dis, il faut vraiment que vous compreniez ça, que ce soit limpide, parce que mon second point, il va tellement dépendre de ça que... Ça va? Alors, si je me permets d'insister encore une fois, faites comme... Il faudrait que la philosophie conquiert enfin ces exercices pratiques. Les exercices pratiques en philosophie, ça devrait être des expériences de pensée. Vous savez, les Allemands ont formé la notion d'expérience de pensée. Ça veut dire à la lettre d'expérience qu'on ne peut faire que par la pensée. Ça ne veut pas dire des expériences intérieures ni psychologiques. Des expériences de pensée seraient très curieux. Alors là, ce serait le titre d'un exercice pratique. Exercice pratique 12, par exemple. Alors, ce serait comme ça qu'on pourrait rétablir les notes en philosophie. Vous apporteriez votre exercice pratique 12. Voilà. Ce serait, alors pour la prochaine fois, construisez un motif, pas une figure, parce qu'une figure c'est quelque chose de sensible. Construisez un motif quelconque à votre choix qui réunisse les trois thèmes, et eux seulement, de l'infini, du rapport et de la limite. Au besoin, dessinez-le. Voilà. C'est une expérience de pensée, vous voyez. Non, vous voulez pas ça? Non, d'accord. C'est pas court la semaine prochaine. Si, la semaine prochaine, oui, pour la semaine prochaine. Si vous voulez studer, pour la semaine prochaine. Voilà. Enfin, je signale que c'est cette semaine, c'est la dernière semaine où je reçois encore des petites fiches pour lui. Bon. Est-ce que ça y est, vraiment, hein? Vraiment? J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Dommage. Bon. Alors, passons, hélas, au second point. Et vous voyez comment il s'enchaîne avec le premier, puisque j'ai dû invoquer la notion de limite. En effet, pour rendre compte de l'immanence de l'infini dans le rapport, et encore une fois, ça me paraît, plus je répète ça, c'est curieux, plus je me dis, mais en effet, c'est très important. La thèse suivant laquelle il y a une immanence de l'infini dans le rapport. Remarquez, voilà, je précise, je reviens encore à mon premièrement pour vous faire pressentir l'importance. Moi, je crois par goût d'abord que c'est la logique des rapports, des relations, est une chose fondamentale pour la philosophie. Hélas, la philosophie française, elle ne s'est jamais très intéressée à ça. Mais la logique des relations, ça a été une des grandes créations des Anglais et des Américains. Mais je dirais il y a eu deux stades. Il y a un stade qui est très connu, qui est précisément le stade, enfin, mettons, anglo-saxon, de la logique des relations, telle qu'elle se fait à partir de Russell. C'est-à-dire telle qu'elle se fait à la fin du 19e, début 20e. Or, cette logique des relations prétend se fonder sur ceci: l'indépendance du rapport par rapport à ces termes, mais cette indépendance du rapport par rapport à ces termes, cette autonomie du rapport par rapport à ces termes, se fonde sur des considérations finies,
se fonde sur un finitisme. Par exemple, Russell amène une période atomiste pour développer sa logique des relations. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ce stade avait été préparé par un stade très très différent. Je dirais le grand stade classique de la théorie des rapports, c'est pas du tout comme on dit. On dit d'habitude, ah ben oui, avant, ils confondaient logique des relations et logique d'attribution. Ils confondaient les deux types de jugement. Le jugement de relation, Pierre est plus petit que Paul, et le jugement d'attribution, Pierre est jaune ou blanc ou rouge. Donc ils n'avaient pas conscience des rapports. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Dans la pensée dite classique, il y a une grande conscience, il y a une prise de conscience fondamentale de l'indépendance du rapport par rapport aux relations. Seulement cette prise de conscience passe par l'infini. La pensée du rapport en tant que pur rapport ne peut se faire que par référence et par appel à l'infini. Encore une fois, c'est ça une des grandes originalités du XVIIe siècle. Bon. Alors je reviens à mon second thème. Vous vous rappelez, mon second thème, c'est l'individu et puissance. Là, je viens de commenter très vaguement, donner comme le ton de la formule l'individu et rapport. L'individu n'est pas substance, il est rapport. Mon second thème, c'était, vous vous rappelez, l'individu n'est pas forme, il est puissance. Eh bien, pourquoi ça s'enchaîne? C'est que ce que je viens de dire sur le rapport différentiel. 0 sur 0 n'est pas égal à 0, mais tend vers une limite. Je dis immédiatement, considérez que lorsque vous dites ça, et lorsque vous lancez le concept très particulier, là aussi que les mathématiciens plus tard dénonceront, est-ce qu'ils avaient raison de les dénoncer? Est-ce que ça ne reste pas un concept philosophique fondamental? Lorsque les philosophes et les mathématiciens du XVIIe lancent ce thème de tendre vers une limite, la tension vers une limite, toute cette idée de la tendance au XVIIe siècle, que vous retrouvez par exemple chez Spinoza, au niveau d'un concept spinoziste, celui de conatus. Chaque chose tend à persévérer dans son être. Chaque chose s'efforce, puisque s'efforcer en latin, ça se dit conor, ou conatus. L'effort ou la tendance. Bon. Voilà que la notion de limite est définie en fonction d'un effort. Et la puissance, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est la tendance même ou l'effort même entend qu'il tend vers une limite. C'est donc le concept, là nous nous trouvons devant encore un nouveau concept. Je voudrais que vous sentiez à quel point tous ces concepts sont liés du point de vue d'une création conceptuelle. Tendre vers une limite, c'est ça la puissance. Concrètement, on vivra comme puissance tout ce qui est saisi sous l'aspect de tendre vers une limite. Bon. Je dis, si la limite est saisie à partir de la notion de puissance, à savoir tendre vers une limite, vous voulez, en termes de calcul infinitésimal tout petit, tout rudimentaire, tout de vulgarisation, eh bien oui, le polygone qui multiplie ses côtés tend vers une limite qui est la ligne courbe.
La limite, c'est précisément le moment où la ligne angulaire, à force de multiplier ses côtés, est-ce qu'on peut dire rejoint? Non, puisque c'est à l'infini. Mais tension vers une limite. C'est donc la tension vers une limite qui maintenant implique l'infini. Le polygone, en tant qu'il multiplie ses côtés à l'infini, tend vers le cercle. Je dis, et je voudrais presque là, rêver devant vous, exactement comme pour le truc précédent, le thème précédent. Quel changement dans la notion de limite ça fait intervenir ça? Parce que la limite, c'était une notion bien connue. Mais on ne parlait pas de tendre vers une limite. Pourquoi? La limite, bien sûr, bien plus, c'est un concept philosophique clé. Alors, toujours dans mon effort que ces trucs, notre travail vous serve un peu à voir qu'est-ce qui intervient comme création en philosophie, je prends ça à nouveau comme lieu d'une création de concept. Lorsque, par exemple, se fait une véritable mutation du point de vue de la pensée dans la manière de penser un concept. Limite, qu'est-ce que c'était? Les Grecs ont un mot, là je vous cite en même temps des mots étrangers, parce que c'est très utile, parfois dans un texte, on le voit écrit en grec, ou ce mot, parce qu'il est très important dans la philosophie grecque, c'est péras. P-E-R-A-S. Péras, c'est, en grec ancien, c'est la limite. Mais qu'est-ce qu'ils appellent limite au plus simple? Il y a toutes sortes de théories de la limite. Et même Platon fera une grande théorie de la limite. Tiens, Platon fait une grande théorie de la limite. Donc, il faut s'y intéresser. Mon objet, vous voyez bien, pour que vous suiviez bien, c'est de m'interroger sur cette conception de la limite avant le XVIIe siècle, qui était évidemment d'une toute autre nature. Or, c'est tout simple. Je veux dire, si compliqué que soit la théorie même de Platon. Il y a un point sur lequel tout le monde peut comprendre, qu'est-ce qu'ils appellent des limites. Les géomètres, à ce moment-là. Les limites, c'est des contours. C'est des contours. Ou bien c'est des points, c'est des termes. Voilà. La limite, c'est un terme, terminus. Un volume a pour limite des surfaces. Par exemple, un cube est limité par 4 carrés. Six. Six. Quelque chose me gênait. 6 carrés. Hein? Voilà. Ouf. Bon. Un segment de droite est limité par 2 points. Bon, voilà. Je ne m'aventure pas plus loin parce que Platon, dans un ouvrage très, très beau, qui s'appelle le Timée, fait une grande théorie des figures et de leurs limites conçues comme contours. Et pourquoi cette conception de la limite comme contour peut être considérée comme à la base de ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'idéalisme? Suivez-moi bien. Forcément, ça se concilie très bien, cette conception de la limite comme contour. La limite, c'est le contour de la forme. Que la forme soit purement pensée ou qu'elle soit sensible, de toute manière, on appellera limite le contour de la forme. Ça se concilie très bien avec un idéalisme, parce que si la limite, c'est le contour de la forme, après tout et à la limite, qu'est-ce que ça peut me faire, ce qu'il y a entre les limites?
Que je mette du sable, du bronze, ou de la matière pensée, de la matière intelligible, entre mes limites, ce sera toujours un cube. Ce sera toujours un cercle. En d'autres termes, l'essence est la forme même rapportée à son contour. Je pourrais parler du cercle pur parce qu'il y a un pur contour du cercle. Je pourrais parler d'un cube pur sans préciser de quoi il s'agit. Et je les nommerai idées du cercle, idées du cube. D'où l'importance de cette conception du péras contour dans la philosophie de Platon, où l'idée, ce sera très exactement. Très exactement, non, parce que c'est tellement plus compliqué que ce que je dis, j'en tire un tout petit truc. L'idée, ce sera la forme rapportée à son contour intelligible. Vous voyez, en d'autres termes, dans l'idée de la limite contour, la philosophie grecque trouve une confirmation très fondamentale pour sa propre, dirais-je, sa propre abstraction. Non pas qu'elle soit plus abstraite qu'une autre philosophie, mais elle y voit la justification de l'abstraction telle qu'elle la conçoit, à savoir l'abstraction des idées. Bon, ça, je viens de dégager la notion, la conséquence philosophique de cette idée de la limite contour. L'individu, ce sera dès lors la forme rapportée à son contour. Si je cherche sur quoi s'appuie pratiquement une telle conception, je dirais, pour reprendre un peu là des choses dont on avait parlé un peu précédemment à propos de la peinture, par exemple, je dirais que la forme rapportée à son contour, c'est par excellence un monde sensible de type tactilo-optique, tactile-optique. La forme optique est rapportée par, ne serait-ce que par l'œil, c'est-à-dire ne serait-ce qu'indirectement, à un contour tactile. Alors ça peut être le doigt de l'esprit pur. Le contour, il a forcément une espèce de référence tactile. Et si on parle du cercle comme pure idée, ou du cube comme pure idée, dans la mesure où on le définit par son contour, et où on rapporte la forme intelligible à un contour, il y a une référence, si indirecte qu'elle soit, à une détermination tactile. Et là, j'y retrouve confirmation, encore une fois, il est complètement faux, une fois de plus, de définir le monde grec comme le monde de la lumière. C'est un monde optique, bien sûr, c'est même ça qu'ils ont découvert. Ils ont amené en art, en philosophie, etc., un monde optique, mais pas du tout un monde optique pur. Le monde optique que les Grecs promeuvent, il est déjà suffisamment attesté par le mot dont ils servent pour parler de idée, eidos. Eidos, c'est un terme qui renvoie à la visualité, qui renvoie au visible, la vue de l'esprit. Mais cette vue de l'esprit, elle n'est pas purement optique. Elle est optique tactile. Pourquoi? Parce que la forme visible, est rapportée, ne serait-ce qu'indirectement, au contour tactile. Et l'expérience pratique, alors c'est même pas étonnant que pourtant quelqu'un qui réagira contre l'idéalisme platonicien
au nom même d'une certaine inspiration technologique. C'est Aristote. Mais si vous considérez Aristote, là, la référence tactile du monde optique grec apparaît de toute évidence. Dans sa théorie, dans une théorie toute simple, qui consiste à dire la substance est un composé, du moins les substances sensibles sont un composé de forme et de matière, et c'est la forme qui est l'essentiel. C'est la forme qui est l'essentiel, et la forme, et voilà, précisément, elle est rapportée à son contour. Et l'expérience constamment, assez constamment invoquée par Aristote, c'est quoi? C'est le sculpteur. C'est le sculpteur. Et ça doit nous intéresser beaucoup, parce que la statuaire grecque a la plus grande importance dans tout ça, dans ce monde optique. C'est un monde optique, mais de sculpture, c'est-à-dire où la forme est déterminée en fonction d'un contour, où la forme optique est déterminée en fonction, ne serait-ce qu'indirect, d'un contour tactile. Tout se passe comme si la forme visible était impensable hors d'un moule tactile. Et ça, c'est l'équilibre grec, c'est son équilibre à lui. C'est une espèce d'équilibre, oui. La possibilité même de voir l'aidos comme conditionné par la séparation de l'âme et du corps sensible. Oui, ah ben non, là je croyais que tu m'avais... c'est peut-être que j'ai été trop vite. Je veux dire, ça, c'est la lettre du texte. Tu as complètement raison. L'eidos est saisi par l'âme. Et ça nous dit encore rien. C'est-à-dire, l'eidos, l'idée pure, n'est évidemment saisissable que par l'âme pure. Ma question, elle est tout à fait autre. À savoir que comme l'âme pure, nous ne pouvons en parler selon Platon lui-même que par analogie, vu que notre âme, nous ne l'expérimentons qu'en tant qu'elle est liée à un corps, nous ne pouvons en parler que par analogie. Donc, du point de vue de l'analogie, j'aurais toujours à me dire, d'accord, c'est l'âme pure qui saisit l'idée pure. Rien de corporel là-dedans. C'est une saisie purement intellectuelle ou spirituelle. Mais cette âme pure qui saisit l'idée, est-ce qu'elle procède à la manière d'un œil, à la manière de, ou est-ce qu'elle procède aussi à la manière d'un toucher? Toucher qui serait alors purement spirituel, tout comme œil qui serait purement spirituel, c'est-à-dire cet œil c'est le troisième œil, tout comme ce toucher ce serait le 11e doigt. Ce serait manière de dire. Mais il leur faut bien l'analogie, il faut bien à Platon des raisonnements analogiques. Alors, toute ma remarque, ça consiste à dire, l'âme pure, elle n'a pas plus, en toute réalité, elle n'a pas plus d'œil que de toucher. Elle est en rapport avec les idées, tu as complètement raison. Ça n'empêche pas que le philosophe, pour parler précisément de cette appréhension de l'idée par l'âme, doit se demander quel est le rôle, on dirait, alors toujours pour parler grec, quel est le rôle d'un analogone d'œil et d'un analogone de toucher, d'un analogue d'œil et de toucher dans la saisie de l'idée. À quoi je réponds, il y a bien ces deux analogas. Il y a bien ces deux analogues. Car l'idée est constamment dit, vue par l'âme, encore que l'âme n'est pas Dieu. Mais en même temps, cette idée pure forme vue par l'âme n'est vue par l'âme que dans la mesure où elle se réfère aussi à un contour qui est élément constituant de la forme vue, et ce contour renvoie à un analogue de toucher. D'accord? Pas tout à fait. Parce que précisément, la limite chez Platon, c'est pas simplement, c'est aussi ça, mais ça n'est pas simplement le contour
Oh, d'accord, une ça. forme. D'accord, La limite d'accord. est aussi la force qui contient une puissance infinie. Et pour Platon, la puissance infinie que la limite contient en tant que force, il la ressent, Platon, comme une puissance littéralement démoniaque. Je vais te... C'est Ouais. une puissance terrifiante. Ah bah oui, ah bah on est d'accord. alors. Et la puissance terrifiante, On est d'accord. c'est la puissance qui a provoqué justement l'union mortelle de l'âme et du corps, dont la philosophie est la séparation. Oui, mais alors là, tu me dépasses, mais en me donnant encore plus raison que je n'aurais voulu avoir raison. Parce que ça revient à dire, ah mais attention, Platon a très fort un pressentiment d'une toute autre conception de la limite, qui ne serait plus la limite contour, mais précisément elle lui paraît plus ou moins démoniaque, parce que tout dépend des textes. D'accord, d'accord. Et c'est finalement ce monde qu'il faut à la fois, bien sûr, contempler, mais conjurer, oui. Tu vois, il s'en sauvera par le contour, même s'il y a chez lui des textes qui préparent déjà une toute autre conception de la limite. Et là, je croyais que tu allais foncer là-dessus, parce que c'est très important. En effet, ce que je dis, c'est comme, si vous voulez, c'est des petites notations sur... c'est très subtil, je veux dire, vous corrigez de vous-même. Là, Comtesse, il vient de me donner, il me semble, un exemple où il corrige de lui-même ce que je dis. En effet, c'est tellement plus compliqué. Ah, ça, d'accord, c'est très compliqué. Oui. Ça n'empêche pas. C'est une direction. Faut pas, si vous croyez que je dis une vérité absolue, non, je ne dis pas une vérité absolue, je dis ce qui me paraît une tendance de cette pensée grecque. Et c'est toujours plus compliqué que ce qu'on fait. Vous voyez. Bon. Alors, je passe à, je dirais, bien, voilà, c'est ça, cette conception, cette première conception de la limite contour. Or, qu'est-ce qui se passe pour que quelques siècles plus tard, là je vais doucement, on se fasse de la limite, une toute autre conception, et que les signes les plus divers nous en viennent. Ils nous en viennent de tous les côtés. Si bien que je numérote mes exemples. Premier exemple, avec les stoïciens. Les stoïciens s'en prennent très violemment, d'après les textes d'eux qui nous restent, s'en prennent très violemment à Platon. Et je vous demande dans tous les exemples que je vais prendre d'avoir, vous, en arrière-pensée, que peut-être ça va d'une certaine manière pas exclusive, que ça va culminer tous ces courants, tous ces exemples que je donne avec Spinoza. Donc, premier exemple, les stoïciens. Rigolo ce qui se passe. Les stoïciens, c'est pas des Grecs. Hein. Ils sont au pourtour du monde grec. On pourrait toujours raffiner, dire que ça va être très important. Ils sont sur les contours du monde grec. Ce monde grec, il a beaucoup changé aussi. Il a tellement crevé à la lettre sous le thème de la rivalité des cités déterminées que il y a eu le rêve d'Alexandre, il y a eu tout ça, il y a eu un problème alors du monde grec. Comment faire le monde grec, hein? C'était autre chose que comment faire l'Europe, là, chez les Grecs, vous savez. Parce que, ouais. Bon, ça a engagé plein de choses. On ne peut pas comprendre Aristote, on ne peut pas comprendre les néoplatoniciens si vous n'avez pas quand même de vagues idées sur tout ce qui se passe dans l'histoire à ce moment-là. Voilà que ces stoïciens, qui sont à peine des Grecs, qui sont à moitié des barbares, à moitié des Grecs, qui sont vraiment des drôles de gens, attaquent Platon, et à partir de quoi? Pourtant, c'est pas que Platon manquait d'idées déjà venues de l'Orient. C'était pas les mêmes, faut croire, ou bien il y a un nouveau flux oriental. Il y a un grand auteur allemand qui a fait un livre qui est une merveille, qui s'appelle La Grèce entre les bras de l'Orient, pour désigner cette époque, justement. Cette époque qui commence avec le stoïcisme.
avec l'ancien stoïcisme. C'est un beau titre, la Grèce en les bras de l'Orient. Ouais. Eh bien, c'est grec, c'est grec, pas grec, c'est les stoïciens. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais c'est bizarre. C'est très bizarre comme Platon et les idées. C'est pas ça qu'il nous faut. C'est pas ça qu'il nous faut. C'est une conception insoutenable. C'est finalement, ils disent, le contour de quelque chose, qu'est-ce que c'est? Le contour de quelque chose, c'est du non-être. En effet, le contour de quelque chose, c'est l'endroit où la chose cesse d'être. Le contour du carré, c'est pas du tout là où est le carré. Vous voyez comme c'est fort comme objection. Les grandes objections, elles sont toujours très simples. Ils prennent à la lettre, si vous voulez, ce platonisme que j'ai esquissé, très sommaire, à savoir la forme intelligible, c'est la forme rapportée à un tact spirituel, c'est-à-dire c'est la figure rapportée au contour. Ou bien l'expérience du sculpteur. Ils diront aussi bien contre Aristote, mais l'exemple du sculpteur, c'est complètement artificiel, le moule du sculpteur. C'est pas naturel. La nature, elle n'a jamais procédé par moulage. Ce qui a l'air très simple, mais ce qui est fort, quand on arrive à dire de quelqu'un, ah ben oui, il prend des exemples, c'est pas, ces exemples ne sont pas pertinents. Dit, si on veut savoir, les stoïciens nous disent, mais si on veut comprendre quelque chose au problème de limite, on ne peut pas prendre le cas du sculpteur, puisque le problème du sculpteur, c'est un problème de pure aptitude, à savoir mouler quelque chose. Or, dans quel cas est-ce que la nature procède avec des moules? Elle ne procède pas avec des moules, la nature. Ou bien faudrait compter les cas où elle procède avec des moules. C'est sûrement dans les phénomènes superficiels qu'elle procède avec des moules. Les phénomènes dits superficiels précisément parce qu'ils affectent les surfaces. Mais la nature en profondeur, elle ne procède pas avec des moules. Par exemple, quand j'ai le bonheur d'avoir un enfant qui me ressemble, je n'ai pas envoyé un moule. Remarquez que des biologistes se sont accrochés à l'idée du moule. Il y a des biologistes, je pense, jusqu'au XVIIIe siècle, qui ont insisté sur le spermatozoïde analogue à un moule. C'est pas bien raisonnable. Buffon là-dessus, avec grandes idées. Tiens, ça me fait dériver, mais ça fait rien. Buffon avec grandes idées. Il disait, si l'on veut comprendre quelque chose à la production du vivant, il faudrait s'élever jusqu'à l'idée d'un moule intérieur. Formidable, ça. Le concept de Buffon de moule intérieur, là, il pourrait nous servir. Un moule intérieur, ça veut dire quoi? Il dit, évidemment, c'est gênant. Là, je cite Buffon presque mot à mot. Il avait une grande idée. Il dit, c'est gênant, parce qu'on pourrait aussi bien parler d'une surface massive. C'est-à-dire, moule intérieur, il dit, c'est un concept contradictoire. Et justement, c'est un bon cas. Il y a des cas où on est forcé de penser par concept contradictoire. Parce que le moule, par définition, il est extérieur. Concerne les surfaces, on ne moule pas l'intérieur. Si vous moulez l'intérieur, si vous avez mis l'intérieur à l'extérieur. Bon, alors c'est dire que pour le vivant déjà, le thème du moule ne marche pas. Pourtant, il y a bien une limite du vivant. Et que les stoïciens, ils sont en train de tenir quelque chose de très fort. La vie, elle ne procède pas par moulage. Aristote a pris des exemples artificiels. Et sur Platon, ils se déchaînent encore plus sauvages, les stoïciens. Ils disent, mais vous comprenez, qu'est-ce que c'est que ces histoires, l'idée du carré? Comme si c'était sans importance que le carré soit fait en bois ou en marbre, ou en ce que vous voulez. Et ça compte beaucoup. Il dit, c'est un sale truc, disent les stoïciens. Quand on définit une figure par ses contours, à ce moment-là, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est pareil. C'est comme ça, dit, c'est à cause de ça, disent les stoïciens,
que Platon a pu abstraire l'idée pure. Et il dénonce une espèce de tour de passe-passe. Alors c'est très injuste quant à Platon. Évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est pas si c'est juste ou pas quant à Platon, c'est qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux. Et là, ça cesse d'être simple, ce qu'ils ont à dire. Comprenez, ils sont en train de se faire de la limite une toute autre image. Et en effet, quel est l'exemple? Qu'est-ce qu'ils vont opposer aux sculpteurs d'Aristote, c'est-à-dire au moule extérieur, à la figure optique tactile? Ils vont opposer des problèmes de vitalité. Problème de vitalité de quel type? Où s'arrête l'action? Tiens, c'est pas où s'arrête la forme. Réponse. Où s'arrête le contour? Réponse. Au contour. La forme s'arrête au contour, d'accord, il dit, c'est pas qu'ils contredisent ça, mais ils disent aucun intérêt de nous dire ça. Pas intéressant. Parce qu'en fait, la question, c'est pas du tout où s'arrête une forme, parce que c'est déjà une question abstraite et artificielle. La vraie question, c'est où s'arrête une action. Or là, vous n'allez pas pouvoir désigner des contours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a un texte très beau. Deuxième exercice pratique. Toute chose a-t-elle un contour? Bibliographie de l'exercice pratique. Un grand auteur américain actuel qui s'appelle Battison a écrit dans un livre en 2 tomes récemment traduit en français, un très beau livre qui s'appelle Vers une écologie de l'esprit, où il y a un texte admirable sur le langage des dauphins et toutes sortes d'autres choses, à la fois récréatives et instructives. C'est un génie, Battison, hein, c'est un très grand homme. Eh bien, il y a un tout petit texte très, très amusant qui s'appelle « Toute chose a-t-elle un contour ?» Alors il prend des exemples, il parle avec sa fille, qui n'est pas très maligne, la fille. Et il dit, ben oui, alors tu vois, on parle en ce moment, est-ce que notre conversation, est-ce qu'elle a un contour? C'est intéressant ça, parce que quand un prof vous reprochait, du temps où vous en faisiez encore, mais ça va revenir, du temps où vous faisiez des devoirs, des dissertations, parce qu'un prof vous reprochait de sortir du sujet. Bon, hors du sujet, mais prenons à la lettre, en dehors du sujet. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que le sujet a un contour? Peut-être. Sinon, est-ce que ça voudrait dire hors limite? Hors limite. Est-ce que c'est spatial? Peut-être. À première vue, ça a l'air spatial. Mais est-ce que c'est le même espace? Est-ce que le hors limite et le hors du contour, est-ce que c'est le même espace? La conversation a-t-elle un contour? Mon cours d'aujourd'hui a-t-il un contour? Ma réponse est oui, il a un contour. Il a un fort contour. On peut le toucher. Bon. On a abordé ce problème un peu. Est-ce que toute forme picturale a un contour? Pas sûr. Pas sûr. Enfin, revenons à ces stoïciens. J'oublie Battison, mais vous voyez, c'est un problème. Quels sont les sens différents de hors du sujet? C'est notre deuxième exercice pratique. Donc, dans la semaine prochaine, vous devez me remettre 2 exercices pratiques. N'oubliez pas. Et dessinez le contour d'une conversation. Vous verrez s'il vous faut un trait fermé ou pas. Alors, bon, qu'est-ce que c'est leur exemple favori? C'est jusqu'où va
l'action d'une graine. C'est bien ça. Vraiment bon. Une graine a une limite, mais une limite de quoi? Pas de figure quand même. Si elle a bien un contour, une graine, mais c'est pas de ça qu'il est question. Sans doute est-ce que alors il y aurait deux limites. La graine, je fais bien avec mon doigt en suivre le contour, et alors, qu'est-ce que j'aurais saisi de la graine? Lorsque j'apprends ensuite que la graine, perdue dans un mur, est capable de faire éclater le mur. Ah, la graine de tournesol fait sauter mon mur. Une chose qui avait un si petit contour. Jusqu'où va la graine de tournesol? Est-ce que ça veut dire quelle est sa surface? Non, disent les stoïciens. La surface, c'est là où se termine la graine, mais la surface, ça énonce exactement, dans leur théorie de l'énoncé, ils diront, ça énonce exactement ce que la graine n'est pas, c'est-à-dire là où elle n'est plus. Mais sur ce qu'est la graine, ça ne nous dit rien. Donc ils seront très forts quant à Platon. Ils vont arriver, ils vont dire mon Platon. Avec sa théorie des idées, il nous dit très bien ce que les choses ne sont pas. Il nous dit rien sur ce que sont les choses. Et il lance triomphant, les choses sont des corps et pas des idées. Les choses sont des corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses sont des actions. Et la limite de quelque chose, c'est la limite de son action. Et c'est pas le contour de sa figure. Exemple encore plus simple. Vous marchez dans la forêt. Hein? Vous marchez dans la forêt touffue. En d'autres termes, dans la forêt puissante. Et vous avez peur. Et enfin, vous arrivez, vous voyez la forêt petit à petit s'éclaircit. Ah, et vous êtes content. Et vous arrivez à un endroit et vous dites, ouf, voici la lisière. La lisière de la forêt, c'est une limite. Alors, si c'est une limite, bon, d'accord. Est-ce que ça veut dire que la forêt se définit par son contour? C'est une limite de quoi? Est-ce que c'est une limite de la forme de la forêt? On peut le dire, c'est pas qu'on puisse pas le dire, on peut le dire, mais c'est un genre de limite qui est mal défini comme limite de la forme de la forêt. En fait, c'est quoi? C'est une limite de l'action de la forêt. C'est-à-dire, la forêt qui avait tant de puissance arrive à la limite de sa puissance. Elle ne peut plus mordre sur le terrain. Elle s'éclaircit, et ce qui montre que ce n'est pas un contour, c'est que vous pouvez même pas assigner le moment précis où ce n'est plus la forêt. Est-ce que vous étiez déjà dans les sous-bois? Comment vous êtes passé de la forêt au sous-bois, du sous-bois au taillis, tout ça? C'est tiens, j'ai pas besoin de me forcer beaucoup pour dire il y avait tendance. Et cette fois, la limite n'est plus séparable, une espèce de tension vers la limite. C'est une limite dynamique qui s'oppose à la limite contour. La chose n'a pas d'autre limite que la limite de sa puissance ou de son action. La chose est donc puissance et pas forme. La forêt ne se définit pas par une forme, elle se définit par une puissance, puissance de faire pousser des arbres jusqu'au moment où elle ne peut plus. D'où la question que j'ai à poser à la forêt, ce n'est pas quelle est ta figure et quels sont tes contours. Je pourrais y répondre qu'en disant les contours, la seule question que j'ai à poser à la forêt, c'est quelle est ta puissance.
C'est-à-dire, jusqu'où iras-tu? Voilà ce que les stoïciens découvrent et ce qui les autorise à dire « tout est corps ». Comprenez que lorsqu'ils disent « tout est corps », ils ne veulent pas dire du tout simplement « tout est chose sensible », parce qu'ils ne sortiraient pas du point de vue platonicien. S'ils définissaient la chose sensible par forme et contour, ça n'aurait aucun intérêt. Et quand ils disent « tout est corps », qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire des choses très simples. Un cercle ne s'étend pas dans l'espace. Ne s'étend pas. La tension toujours. Un cercle ne s'étend pas dans l'espace, s'il est en bois, en marbre, ne s'étend pas dans l'espace de la même façon. Bien plus, tout est corps signifiera qu'un cercle rouge et un cercle bleu ne s'étendent pas dans l'espace de la même façon. Chose que tous les peintres, et même plus que les peintres, savent bien. Donc c'est la tension. Et alors, ils vont définir, c'est un coup de génie des anciens stoïciens, ils vont définir les choses par quoi? Quand ils disent toutes les choses sont des corps, ils veulent dire toutes les choses se définissent non pas par forme contour, mais par, dans leur langage, tonos. C'est-à-dire l'espèce d'effort contracté qui définit la chose. Si vous ne trouvez pas la contraction, la force contractée, la force embryonnée qui est dans la chose, vous ne connaissez pas la chose. Ce que Spinoza reprendra bien longtemps après, qu'est-ce que peut un corps? Qu'est-ce que peut un corps? Voilà mon premier exemple, juste pour vous faire sentir que la notion de limite change complètement de sens. Deuxième exemple. Là, je l'avais abordé, mais c'est toujours dans mon souci de préparer, là, au second semestre, qu'on fera un peu sur la peinture. Après les stoïciens, au début du christianisme, et pourtant pas forcément chez des auteurs chrétiens, se développe vers le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Un type de philosophie très extraordinaire, sûrement extrêmement nouveau, qui est lié aussi au nouveau monde grec, et qu'on appelle l'école néo-platonicienne. Et là, je voudrais montrer que le préfixe néo, pour néo-platonicien, est particulièrement bien fondé. Parce que, bien sûr, c'est en s'appuyant sur des textes, et notamment, je suppose, les textes auxquels Comtesse faisait allusion chez Platon, c'est en s'appuyant sur les textes de Platon extrêmement importants que les néo-platoniciens vont complètement décentrer tout le platonisme. Si bien qu'en un sens, on pourra dire, mais ça y était déjà chez Platon. Seulement, ça y était comme pris dans un ensemble qui n'était pas celui-là. Et un des plus grands néo-platoniciens s'appelle Plotin. Or, Plotin, on a recueilli de Plotin une espèce de grand livre court, très admirable, qui s'appelle, et qu'on a intitulé « Les Ennéades ». Moi, je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, de parcourir comme ça, ouvrir au hasard, sans rien savoir sur Plotin. Un texte admirable du point de vue qui nous occupe, qui est l'Ennéade 4, livre 5. Le livre 5 de la 4e Ennéade. Où vous verrez une espèce de prodigieux cours, ou discours, ou méditation poétique. Sur quoi? Sur la lumière. Sur la lumière. Texte admirable, prodigieux texte. Où Plotin va essayer de montrer que la lumière ne peut être comprise
ni en fonction du corps émetteur, ni en fonction du corps récepteur. Et son problème, c'est la lumière fait partie de ces choses dont on peut dire, non plutôt, la lumière fait partie de ces choses bizarres qui vont être pour Plotin les vraies choses idéales. Et là, il y a une espèce de court-circuitage de Platon très très étonnant. La lumière fait partie de ces choses idéales qu'on reconnaît à ceci qu'on ne peut plus dire. Elle commence là, elle finit là. Où finit une lumière? Quelle histoire, c'est un texte prodigieux. Vous me direz pourquoi 3 siècles avant, pourquoi on ne pouvait pas le faire, ce texte? J'en sais rien. Si on comprend bien ces trucs-là, on comprend tout, je crois, de la pensée et du mouvement de la pensée. Pourquoi c'est dans le monde dit alexandrin que vont alors proliférer ces méditations sur la lumière pure? Je dis que c'est comme un manifeste, on pourrait l'appeler manifeste pour un monde optique pur. La lumière n'a pas de limite tactile. Et pourtant, il y a bien une limite, mais une limite très particulière, pas du tout une limite telle que je puisse dire ça commence là, ça finit là. Là, c'est fini. Non. Je ne pourrais plus dire ça. En d'autres termes, la lumière va jusqu'où va sa puissance. En d'autres termes, Plotin est à la fois hostile aux stoïciens, il se dit platonicien, mais pressentait l'espèce de retournement du platonisme qu'il est en train de faire. Je crois que c'est avec Plotin que commence vraiment en philosophie un monde optique pur. Les idéalités ne seront plus que optiques, c'est-à-dire elles seront lumineuses, sans aucune référence tactile. Dès lors, la limite optique est d'une toute autre nature. Est-ce que la lumière, ben oui, la lumière, elle fouille les ombres. Et l'ombre, est-ce qu'elle fait partie de la lumière? Oui, elle fait partie de la lumière. Et vous aurez une gradation lumière-ombre ou ombre-lumière qui développera l'espace. Qu'est-ce qu'ils sont en train de trouver? Que plus profond que l'espace, il y a la spatialisation. Que l'espace n'est jamais, ça Platon ne le savait pas. Là-dessus, quand cette idée s'impose d'une spatialisation plus profonde que l'espace, on peut toujours se mettre à relire Platon et à dire, mais oui, mais oui, il y a 1000 textes de Platon qui préparaient ça. Mais c'est là où j'invoque toujours la nécessité d'un tact en philosophie. Si vous dites c'est déjà dans Platon, vous vous privez de beaucoup de joie, vous vous privez de... Et puis vous êtes amené un pas de plus, vous faites des contresens énormes. C'est dans Platon, mais virtuellement. Il y a des textes de Platon sur la lumière, d'accord, d'accord. Vous trouverez tout ce que vous voulez. À vous d'avoir une espèce d'art immense. Ça n'empêche pas que si alors vous lisez les textes de Platon sur la lumière, par exemple, fin du livre 6 de la République, et en face, le texte de Plotin que je vous cite des cadres de la 4e Énéade, si vous les lisez face à face, vous voyez que donc, vous comprenez tout de suite que vous ne savez pas pourquoi, mais vous acceptez immédiatement l'idée qu'il fallait quelques siècles entre un texte et l'autre, que ce n'est plus le même monde. Vous le savez de certitude avant de savoir pourquoi. Que la manière dont Plotin extrait ces textes de Platon et dont il développe pour lui-même un thème de la lumière pure ne pouvait pas être platonicien. Parce qu'encore une fois, le monde grec de Platon, c'est un monde, je dis ça pour résumer, pour être plus simple, c'est un monde qui n'est pas un monde optique, mais un monde vraiment optique-tactile. Tandis que la découverte d'une lumière pure et de la suffisance de la lumière pour constituer un monde, ça implique que sous l'espace, on ait découvert le phénomène de la spatialisation.
Alors ça, c'est pas une idée platonicienne de spatialisation de l'espace. Ou on peut en trouver des germes dans le Timée, oui. Oui, mais on verra que c'est pas. Non. L'espace saisi comme le produit d'une expansion, ça. C'est-à-dire, l'espace est second par rapport à l'expansion et pas premier. L'espace est le résultat d'une expansion. Ça, c'est une idée très bizarre qui, à mon avis, même on pourrait dire, pour un grec classique, aurait été incompréhensible. Qu'est-ce que veut dire une expansion qui ne présuppose pas déjà un espace pas facile comme idée. Il fallait découvrir là. Il fallait que beaucoup de choses passent, à commencer par un approfondissement du pythagorisme, par toutes sortes d'influences orientales. Ça, c'est une idée qui vient d'Orient. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je risque pas de me tromper beaucoup là. Ça sent l'Orient, cette idée-là. Que la lumière soit spatialisante. C'est pas elle qui est dans l'espace, c'est elle qui constitue l'espace. Pas une idée grecque, ça. Vous savez, tout comme on sent, on sent ceci, on sent cela, on dit, ah bah oui, ça c'est pas une idée de là-bas. Non, ça vient d'ailleurs, ça. Il faut, quand vous lisez de la philosophie, il faut être très sensible à ces trucs-là. Bon, voilà. Troisième exemple, après les stoïciens et Platon. Encore quelques siècles après. Éclate, là j'avais dit, puisque c'est comme une confirmation, éclate quoi? Éclate une forme d'art qui a une importance très grande, à savoir l'art dit byzantin. Et c'est un problème pour les critiques d'art que de rechercher en quoi l'art byzantin à la fois reste lié à l'art grec classique et en même temps rompt, d'un autre point de vue, rompt complètement avec l'art grec classique. Si je prends les analyses d'un des meilleurs critiques à cet égard, à savoir un auteur autrichien, je crois bien, pas allemand, je sais pas. Je crois bien qu'il est autrichien. Enfin, Riegel, R-I-E-G-L. Riegel dit une chose extrêmement rigoureuse, c'est un des meilleurs spécialistes de l'art byzantin. Il dit, vous comprenez, dans l'art grec, bien sûr, c'était déjà très compliqué, mais en très gros, lui-même il dit, c'est très gros ce que je dis, c'est pour vous donner des points de repère. Vous avez un primat de l'avant-plan. La grande différence entre l'art grec et l'art égyptien, c'est que dans l'art grec se fait la distinction d'un avant-plan et d'un arrière-plan. Est-ce que dans l'art égyptien, en gros, en très gros, les deux plans sont sur le même plan? Par exemple, c'est tout le bas-relief égyptien. Bon, c'est très sommaire ce que je dis, je résume un point de vue de Riegel. Il dit, se fait ce décalage dans l'art grec, c'est le temple grec. C'est l'avènement, c'est ce que Riegel appelle d'un terme très admirable, c'est l'avènement du cube. C'est l'avènement, je peux pas parce que je suis enroué. Je peux pas, hélas. C'est l'avènement du cube. Le cube. Si vaste, le cube. Tandis que les Égyptiens, c'était quoi? Vous voyez, la pyramide, c'est la pyramide. Or, la pyramide, c'est des surfaces planes. Vous voyez, où que vous vous mettiez, vous êtes toujours sur une surface plane. C'est embêtant, la pyramide, c'est un truc diabolique. C'est une manière de cacher le volume. Très bizarre. Évidemment, il faut que le volume dans un petit cube qui est la chambre funéraire. Mais il flanque des surfaces planes, des triangles isocèles, pour cacher le cube. Les Égyptiens, ils ont honte du cube. Le cube, c'est l'ennemi. C'est le noir, c'est l'obscur. C'est le tactile. Alors ils font ça, Mais en tout cas, c'est sur le même plan. Les Grecs, ils inventent un truc formidable. Ils inventent le cube.
Ils n'ont pas honte du cube, eux. Ils font des temples cubiques. Ah, alors, quoi? C'est-à-dire, ils décalent l'arrière-plan et l'avant-plan. Mais ils rigolent très bien, regardez bien, toutes les œuvres grecques, il y a un primat de l'avant-plan. Et le primat de l'avant-plan, il est lié à la forme, et parce que c'est la forme qui a le contour. Donc, primat de l'avant-plan, primat de la forme, rapport de la forme avec le contour, ça ne fait qu'un. C'est pour ça qu'il définira le monde grec comme un monde tactile-optique. Oh. Vous me suivez? Les Byzantins. Alors là, c'est très curieux. Vous voyez des mosaïques, hein? Il est niche. Les flancs dans des niches. Donc, il les recule. Très rigolo, ça. Et l'espace. Comme on dit, il n'y a pas de profondeur dans l'art byzantin. Mais pourquoi qu'il n'y a pas de profondeur dans l'art byzantin? Évidemment, il n'y a pas de profondeur. Pour une raison simple, c'est que la profondeur, elle est entre l'image et moi. Je ne suis pas censé, un des drames de l'art byzantin, c'est un drame moderne. À savoir qu'à cause de l'appareil de photo, encore une fois, tout est venu des méfaits de la photo, on photographie les mosaïques. C'est-à-dire, on va se mettre à 10 cm. C'est une honte. C'est une honte, il faudrait tuer les photographes, puisque, par définition, c'est le contresens. C'est le contresens, puisque toute la profondeur byzantine, c'est l'espace entre le spectateur et la mosaïque. Si vous supprimez cet espace, c'est comme si, je ne sais pas moi, c'est comme si vous regardiez un tableau hors de toute condition de perception. C'est odieux. Alors, vous comprenez, bon, en d'autres termes, les Byzantins, l'air de rien, ils font un coup de force énorme. À savoir, ils mettent le privilège dans l'arrière-plan. Et toute la figure va sortir de l'arrière-plan. Toute l'image va sortir de l'arrière-plan. Mais à ce moment-là, comme par hasard, la formule de la figure ou de l'image, ça n'est plus forme-contour. Forme-contour, c'était pour la sculpture grecque. C'est plus forme-contour. Et pourtant, il y a bien une limite. Et pourtant, vous me direz, il y a bien des contours, même dans les mosaïques, c'est très net les contours, oui, mais c'est pas ça qui agit. C'est pas ça qui est intéressant. C'est pas par là que l'œuvre agit. Tandis que dans la statuaire grecque, c'est bien par le contour que ça agit. Le contour en tant qu'il capte la lumière, mais là, c'est pas du tout ça pour la mosaïque byzantine. C'est plus forme-contour, je dis quoi? C'est lumière-couleur. C'est-à-dire que ce qui définit, au sens propre de définir, à savoir marquer les limites de quelque chose. Définir, c'est marquer les limites. Une définition, c'est une indication de limite. Ce qui définit la figure byzantine, ça n'est plus forme-contour, c'est lumière-couleur, c'est-à-dire la figure se poursuit jusqu'où va la lumière qu'elle capte ou qu'elle émet, et jusqu'où va la couleur dont elle est composée. Bon. D'où, en effet, et l'effet sur le spectateur est quelque chose de prodigieux, à savoir, par exemple, un œil noir va exactement jusqu'où ce noir rayonne. D'où l'impression de ces figures qui sont vraiment, dont le visage est dévoré par les yeux. En d'autres termes, il n'y a plus un contour de la figure, il y a une expansion de la lumière-couleur. Et la figure ira jusqu'où elle agit, par lumière et par couleur. Je peux dire, c'est le renversement du monde grec.
Je peux dire les deux à la fois. Mais oui, ça part du monde grec. Seulement, ce que les Grecs n'avaient pas su faire, ou parce que ou c'était même pas proposé de faire, c'est une libération de la lumière et de la couleur. C'est avec l'art byzantin, comme dit tout le monde, ou comme dit Rigol, et l'idée a ensuite été prise partout, c'est avec l'art byzantin que se libère, Et la lumière et la couleur par rapport à l'espace, pourquoi? Parce que ce qu'ils découvrent, c'est que la lumière et la couleur sont spatialisantes. Donc l'art ne doit pas être un art de l'espace, ça doit être un art de la spatialisation de l'espace. Donc je dirais que, si vous voulez, et là c'est une idée qui va de soi, entre l'art byzantin, du point de vue de la peinture de mosaïque, par exemple, et de l'architecture aussi, et les textes un peu antérieurs de Plotin sur la lumière, il y a une résonance évidente. Ce qui s'affirme, c'est une même conception de la limite. Dernier exemple sur lequel je voudrais passer là plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de... Je dirais maintenant, il y a donc deux sortes de limites. Je pourrais multiplier mes oppositions entre limites. Il y a une limite contour et il y a une limite tension. Deuxièmement, il y a une limite espace et il y a une limite spatialisation. Il y a une limite contour, oui encore, et une limite lumière-couleur. Il y a une limite état. Il y a une limite terminus. Et une limite tension. Alors, ce qui m'intéresse en un sens, ce n'est pas du tout les remarques des mathématiciens actuels, par exemple, sur le non-sens mathématique que représenterait aujourd'hui la formule tendre vers une limite. La seule chose qui m'intéresserait plutôt chez les mathématiciens modernes, c'est quels sont leurs concepts à eux, quels sont leurs concepts positifs. Mais ce qui m'intéresse quant au passé, c'est en quoi l'idée de tendre vers une limite, c'est vraiment fondé sur des expériences de tout genre, expériences de pensée, expériences esthétiques, qui changeaient complètement. Et la conception de l'individu et de la forme, et de la lumière, etc., et de la couleur, etc. Et pour le dire plus brièvement encore, je prends un dernier exemple, là, qui m'a servi là, pour d'autres choses, d'autres années. Je dis, opposons, là, pour être très simple, voyez, il faut... Les hommes, comment ils opèrent des distributions? Les hommes, ils opèrent des distributions en partageant un espace. Alors, par exemple, dans un grand carré, ils font des petits carrés. C'est ce qu'on appelle le cadastre. Ce carré est à toi, celui-là est à moi, etc. Bon, vous voyez, on partage un espace. Je dirais c'est une conception de la limite contour. Il y a plus, là où finit mon carré à moi et où commence le tien, on va mettre une borne. Comment se dit borne en latin? Ça se dit évidemment, vous pouvez l'inventer vous-même, vous n'avez même plus besoin de chercher dans le dictionnaire. Borne ne peut se dire que terminus. C'est la conception de la limite contour. Mais les vaches, elles, comment elles font par rapport à l'espace? Elles font bien mieux que ça. Remarquez, les deux conceptions se chevauchent. Vous prenez une prairie. Peu importe qu'elle soit limitée ou pas, elle peut être limitée.
À ce moment-là, elle est clôturée, limite contour. Mais elle peut avoir une limite d'un autre type. C'est-à-dire, c'est une prairie clairière. Elle n'est pas clôturée, donc, mais plus on va, plus la forêt commence. C'est donc une prairie qui tend vers la limite forêt. Sans qu'on puisse bien dire, ah ben, c'est déjà la forêt là, ou ça l'est plus, c'est la prairie. Vous voyez, c'est une conception dynamique de la limite. Alors bon, les vaches, comment? Ben, les vaches savent, et les paysans aussi, qu'une prairie ne peut pas nourrir n'importe quel nombre de vaches. C'est même ça qu'on appelle la sélection naturelle. Il y a toujours des bêtes qui meurent s'il y en a trop par rapport au milieu. Comment vont faire les bêtes, les vaches? Les vaches ne font pas des petits carrés dans la prairie. Avec ça c'est mon carré et puis ça c'est le tien. Comment elles font? Au lieu de distribuer l'espace, elles se distribuent dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça n'exclut pas des rapports de hiérarchie, remarquez. Il y a la vache en chef. Il y a la vache plus prestigieuse, celle qui s'octroie la meilleure, je ne peux plus dire carré, la meilleure zone. Une zone de vache, ce sera quoi une zone de vache? C'est jusqu'où peut aller la vache dans son appétit quotidien. C'est-à-dire la zone d'herbage qu'elle peut tondre de sa langue râpeuse. Hein? Bon, là, je suis en plein dans un exemple stoïcien. Ça, c'est une drôle de limite. Il n'y a pas de barrière, là. La limite de l'appétit d'une vache, vous ne pouvez pas dire ça commence à tel brin d'herbe, ça finit à tel brin d'herbe. C'est une limite de puissance. Et tant bien que mal, les vaches s'arrangent. Vous savez par science empirique qu'il faut telle quantité de terrain pour nourrir une vache. Donc si vous êtes un bon paysan, vous n'allez pas mettre 20 vaches sur un terrain qui ne peut en nourrir que 10. Parce que si on aura 10 qui risquent de mourir, surtout les petits veaux qui... mais à cette idée, notre cœur se serre. Ces petits veaux qui meurent. Bon. Donc vous allez mettre 10 vaches sur un terrain, en gros pour 10 vaches. Mais vous n'allez pas donner des carrés à chaque vache, ce n'est pas de la limite contour, c'est de la limite puissance. Les vaches vont se distribuer elles-mêmes d'après leur rapport, y compris leur rapport de hiérarchie, de telle manière que sur tel espace de temps, l'ensemble de la prairie soit tondu. D'une manière dynamique. Et il y aura des territoires, mais des territoires qui ne seront pas marqués par des barrières. Le territoire d'une bête, c'est quoi? C'est jusqu'où va sa puissance. Et qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'éthologie? L'éthologie, qui n'est qu'un synonyme de l'éthique, c'est la science des puissances et des limites en ce second sens. Et qu'est-ce que c'est que le cri éthique? Qu'est-ce que peut un corps? Toujours la même chose. Qu'est-ce que peut un corps? C'est de quoi est-il capable? Quelle est sa puissance? À quoi verra-t-on sa puissance? À la limite au sens dynamique. Or, encore une fois, la limite contour nous laisse complètement échapper la limite dynamique. La limite dynamique est spatialisante, alors que la limite contour suppose un espace tout fait, un espace mesuré. Vous me suivez? Alors enfin, parce qu'on n'en peut plus. Pas de questions sur tout ça, hein, c'est très simple, c'est très...
Et je voudrais que vous sentiez là quelque chose quelque chose passe en quelque sorte, mais quelque chose passe de très important lorsque la limite n'a plus été conçue. Vous comprenez que même politiquement, ça pose en effet des problèmes politiques sur la conception soit des territoires. Si les territoires sont des expressions dynamiques et non plus des contours géométriques. C'est plus le géomètre qui vient le mettre des choses. L'arpenteur, c'est plus rien du tout, quoi. C'est plus une question d'arpentage, quoi. Non. Il faut que la géométrie se dépasse vers une dynamique beaucoup plus profonde. On n'est pas loin du monde de la Renaissance. Même le régime de la violence change complètement. Ce que penser à ce que les Grecs appellent violence, ce que les Grecs classiques appellent violence, c'est outrepasser les limites. Outrepasser les limites quoi? Outrepasser les limites telles qu'ils les entendent, outrepasser les limites contours. Et ils le disent très bien, chacun a son lot. Qu'il le veuille ou pas, chacun a son lot. S'il outrepasse les limites de son lot, c'est-à-dire de sa propriété, eh bien ça ne va plus. Les dieux le rendront fou. Bon, et ensuite ça change singulièrement la conception. Pensez à ceci, rien vous pouvez faire alors 1000 exercices pratiques. Je prends 3e exercice pratique pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'une frontière? Qu'est-ce que c'est une frontière? Est-ce que c'est la limite au sens de contour ou est-ce que c'est la limite dynamique? Ça dépend des moments, ça dépend des pays, ça dépend de l'histoire, ça dépend de la géographie, ça dépend de 1000 choses. Alors, revenons-en à Spinoza un peu plus fort. Pourquoi Spinoza? Il y a des points sur lesquels je vais vite avant de finir, hein, parce que il y a des points sur lesquels Spinoza, il ne fait même pas problème. Il hérite de tout ça. Spinoza a beaucoup à faire avec le stoïcisme. Pour lui aussi, il y a une critique absolue des idées avec un grand I, les idées séparées. Il y a une formule fameuse de Spinoza qu'on cite toujours, mais très souvent on la cite séparée de son contexte. Et c'est dommage parce que quand on va voir le contexte, on est tout à fait intéressé. C'est la formule toute détermination et négation. En latin, omnis determinatio negatio est. Toute détermination et négation. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous trouvez ce texte, lettre 50. Lettre 50 à un monsieur qui s'appelait Gels, J-E-2-L-E-S. Et Spinoza s'explique très bien. Il s'agit du contour des figures, explicitement. Il dit le contour détermine la figure, d'accord. D'accord, le contour, c'est la détermination de la figure. Mais le contour, en même temps, il nous dit ce que la figure n'est pas. Parce que le contour désigne le lieu où la figure n'est plus. Donc le contour est bien détermination, mais c'est une détermination négative. Toute détermination est une négation. C'est à propos de la limite contour que explicitement Spinoza lance sa formule qui fera fortune. En d'autres termes, je peux déjà en conclure, si je suis honnête en lisant ce texte, qu'un problème subsiste. S'il y a une détermination qui n'est pas un contour, est-ce que celle-là aussi est une négation? Et si Spinoza ne veut pas l'appeler détermination, comment est-ce qu'il l'appellera? Bon, ça lance donc un problème. Hein? Alors, quand il nous dit ça, Spinoza dit très bien,
les figures sont des êtres de raison, c'est-à-dire les figures sont des abstraits. Une figure, c'est une abstraction. Et il fait sa grande critique de la figure géométrique. Et pourtant, il emploie une méthode géométrique. C'est bizarre. Peu d'auteurs ont poussé aussi loin la critique de la figure géométrique. Et pourtant, il emploie une méthode géométrique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans la géométrie, il y aurait autre chose que figure et contour? Oui, nous dit Spinoza, il y a autre chose. Tant que je considère figure et contour, je suis dans une pure et simple abstraction. Et nous dit-il, rien dans la nature ne se fait par figure et contour, exactement comme je vous disais tout à l'heure, rien ne se fait par moule. Il dit, on n'a jamais vu un cercle dans la nature se faire géométriquement. Il y a bien des choses qui deviennent rondes, et c'est ça qui est intéressant. Il y a des choses qui deviennent rondes, mais elles ne deviennent pas rondes avec un compas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est donc une critique de toute conception de l'idée abstraite. Il nous dit, eh ben voilà, prenez, il y a deux définitions du cercle. Et il nous invite beaucoup à méditer sur la différence entre ces deux définitions. Première définition du cercle. C'est le lieu des points situés à égale distance d'un même point nommé centre. Immédiatement, vous voyez, je définis le cercle par son contour. Le lieu des points situés à égale distance d'un point nommé centre, c'est ça que j'appellerais un contour circulaire. La figure est définie, la forme du cercle est définie par son contour. On nous a dit, on n'a jamais rien tiré de cette définition. Et quand les géomètres tirent quelque chose d'une définition du cercle, c'est qu'ils ont donné du cercle, implicitement ou non, une toute autre définition. Cette autre définition, c'est quoi? C'est une figure produite. Figure produite. En d'autres termes, c'est une définition par la raison de production. Ou ce qu'on appelle en géométrie une définition génétique. Pensez à la graine des stoïciens. La graine doit faire l'objet d'une définition génétique. Là, le cercle aussi doit faire l'objet d'une définition génétique. On définira le cercle comme la figure produite par un segment de droite tournant autour d'une de ses extrémités. Ainsi, vous engendrez un cercle. Et peu importe que la nature, alors là, peu importe que la nature n'engendre pas ainsi les cercles. Parce qu'au moins, vous avez rapporté le cercle à une puissance qui, dans ce cas, n'est pas celle de la nature, mais est la puissance de votre esprit. Vous pouvez produire un cercle avec cette définition-là. Tandis que l'autre définition ne vous donne aucun moyen de produire un cercle. C'est-à-dire comment obtenir le lieu commun des points. Seule l'autre définition vous donne un moyen de production, une règle de production. Elle vous donne donc une raison génétique du cercle. C'est une définition génétique. Vous direz que le cercle a une puissance. Le cercle n'est plus défini comme une forme. Il est défini comme une puissance. La règle génétique, c'est la puissance de produire du cercle. Et le cercle ira jusqu'où va cette puissance. Le cercle sera défini par une puissance interne, non plus par un contour externe. À ce moment-là, et sous cette condition-là, la méthode géométrique peut nous dire quelque chose de réel.
Bon, alors, je raccroche avec ce que je viens de dire. La notion paradoxale de rapport différentiel, dy sur dx égale 0 sur 0, nous donnait l'idée d'une limite, non plus au sens de contour, mais au sens de ce vers quoi tendent x et y quand ils s'évanouissent. 0 sur 0 n'est pas du tout égal à 0, parce qu'en fait, il définit la limite vers laquelle x et y tendent lorsque x devient dx et y devient dy, c'est-à-dire lorsque x et y deviennent plus petits que toute quantité assignable. C'est exactement le rapport, au niveau des sens, c'est exactement le rapport. Forêt-lisière. C'est exactement le rapport lumière-spatialisation. Donc c'est dans cette perspective qu'on retrouve une confirmation d'une espèce au XVIIe siècle de reprise. Je ne dis pas du tout que c'était la même chose que chez les Alexandrins, chez les néoplatoniciens, mais d'une reprise de la tentative pour un espace optique pur. Une espèce de truc de lumière, mais vous voulez là précisément la lumière et la puissance se sont tellement identifiés. Jusqu'où va la puissance de quelque chose, jusqu'où va la lumière de quelque chose. Bon, vous voyez à ce moment-là que l'analyse infinitésimale telle que le XVIIe siècle l'interprète, encore une fois, je dirais, mais il ne faut même pas la privilégier, c'est pour ça que ça nous est égal de savoir si mathématiquement c'est au point, parce que la question n'a aucun sens. L'interprétation qu'il donne de l'analyse infinitésimale, elle est aux mathématiques ce que la peinture du XVIIe est à la peinture lorsque se refait une grande tentative de la peinture de lumière, où le contour n'est plus du tout présent comme contour tactile de la chose, même virtuel comme contour tactile virtuel. Chez Rembrandt, par exemple, chez les Hollandais, ce n'est pas un contour tactile, même virtuel. C'est une limite à un tout autre sens lorsque vous parlez de la limite des ombres et des lumières. Bon, c'est une zone et pas du tout un contour, c'est un art de zone. Bon. Ça tend vers une limite, il y a donc une limite tension qui s'oppose point par point à la limite contour. Ça, c'est le monde du XVIIe siècle. Me resterait alors enfin un dernier point. J'ai uniquement commenté aujourd'hui en quoi l'individu est-il un rapport et quel rapport. C'était le lien rapport et infini. Et deuxièmement, en quoi est-il puissance, et ça c'était l'autre lien, puissance-limite. Et les deux sont absolument liés. Si je prends mon premier groupe de notions, rapport et infini, et mon second groupe de notions, puissance-limite, voyez qu'ils s'enchaînent absolument. Puisque, encore une fois, la limite est limite du rapport. Donc vous passez de l'un à l'autre de manière continue. Il me reste enfin un troisième point, c'est en vertu de ceci que le mode est rapport et non pas terme. En vertu de cela que le mode est puissance et non pas contour. Le mode va être, l'individu va être dit en plus mode intrinsèque. Mode intrinsèque, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais que vous y réfléchissiez, là je m'arrête. Je voudrais que vous y réfléchissiez à partir d'un exemple que, dont la prochaine fois je partirai pour commenter cette notion de mode intrinsèque. Créateur de cette notion,
un grand philosophe théologien qui s'appelle Duns Scott, S-C-O-T. Un texte de Duns Scott dit, voilà, la lumière blanche. La lumière blanche peut être plus ou moins intense, mais une lumière plus ou moins intense, ça ne veut pas dire plus ou moins lumière. La lumière est lumière. Simplement, elle est identiquement et semblablement lumière, mais elle l'est sous plusieurs modes. Ce sont les modes intrinsèques de la lumière. Pourquoi je veux partir de ce texte? Parce qu'il y a un texte de jeunesse de Spinoza, très curieux, où Spinoza dit « Si la muraille est toute blanche, qu'est-ce qui se passe? Si la muraille est toute blanche, qu'est-ce qu'on peut distinguer sur elle? » Il n'y a que deux réponses possibles. Ou bien on ne peut rien distinguer, ou bien on peut distinguer quelque chose. Prenons l'autre cas. La lumière n'est pas seulement toute blanche sur le mur, mais au charbon, j'ai tracé un bonhomme, deux bons hommes. Je dirais, la lumière n'est pas seulement toute blanche. J'y ai ajouté deux dessins. J'ai fait sur le mur deux dessins. Je distingue un dessin de l'autre. Là, cherchons pas trop compliqué, je les distingue comment? Par le contour. Comment j'appellerais cette distinction des deux dessins par le contour? Je dirais, c'est une distinction extrinsèque. Un bonhomme est à l'extérieur de l'autre. Car enfin, si j'ai diaboliquement mêlé les deux bons hommes en un, déjà j'aurais de la peine. Est-ce que je les distingue? Est-ce que je les distingue pas? Voilà, j'ai mes deux situations limites. Mon mur tout blanc, pas de dessin. Mon mur avec deux bons hommes distincts, distinction extrinsèque. Est-ce que je peux introduire sur le mur blanc des distinctions qui ne soient pas extrinsèques? Troisième exercice, septième exercice pratique. Donc on partira de là pour la prochaine fois. Voilà, j'arrête parce qu'on est tous malades. Cette semaine et l'autre semaine, je parle encore de Spinoza et puis c'est fini. À moins que vous ayez des questions à poser, ce que je voudrais beaucoup. Alors voilà. Moi, mon rêve, ce serait que soit très clair pour vous cette conception de l'individualité telle qu'on essayait de la dégager dans la philosophie de Spinoza. Parce que finalement, il me semble que c'est un des éléments les plus nouveaux du spinozisme. C'est cette manière dont l'individu comme tel va être porté, rapporté, reporté dans l'être. Et pour essayer de faire comprendre cette conception de l'individualité, qui me semble si nouvelle chez Spinoza, je reviens toujours au thème, c'est comme si un individu quelconque avait trois couches. Comme s'il était composé là de trois couches. Et je dis, on avait avancé au moins dans la première dimension, dans la première couche de l'individu. Je dis, ben oui, tout individu a une infinité de parties extensives. C'est ça le premier point. Une infinité de parties extensives, en d'autres termes, il n'y a d'individu que composé.
Un individu simple, je crois que pour Spinoza, c'est une notion dénuée de sens. Tout individu comme tel est composé d'une infinité de parties. Alors, si j'essaie de résumer très vite, parce que c'est là, encore une fois, où on avait un peu avancé, si j'essaie de résumer très vite, qu'est-ce que ça veut dire? Cette idée que l'individu est composé d'une infinité de parties. Qu'est-ce que c'est ces parties? Encore une fois, c'est ce que Spinoza appelle les corps les plus simples. Tout corps est composé d'une infinité de corps très simples. Mais qu'est-ce que c'est des corps très simples? On était arrivé à un statut assez précis. Ce ne sont pas des atomes, c'est-à-dire des corps finis, et ce ne sont pas non plus des indéfinis. C'est quoi? Et là, Spinoza appartient au XVIIe siècle. Encore une fois, moi, ce qui me paraît vraiment frappant, en tout cas ce qui me frappe vraiment quant à la pensée du XVIIe siècle, c'est l'impossibilité de saisir cette pensée si l'on ne tient pas compte d'une des notions les plus riches à cette époque, qui est une notion à la fois métaphysique, physique, mathématique, etc., la notion d'infini actuel. Or, l'infini actuel, ce n'est ni du fini, ni de l'indéfini. Le fini, ça signifie, avant tout, si vous voulez, cela renvoie à, si je cherche la formule du fini, c'est il y a un moment où vous devez vous arrêter. C'est-à-dire, lorsque vous analysez quelque chose, il y aura toujours un moment où il faudra vous arrêter. Mettons, et pendant longtemps, ce moment du fini, ce moment fondamental du fini qui marque la nécessité de s'arrêter à des termes finis, c'est tout ce qui a inspiré l'atomisme, depuis Épicure, depuis Lucrèce. L'analyse rencontre une limite, cette limite c'est l'atome. Et l'atome est justiciable d'une analyse finie. L'indéfini, c'est si loin que vous alliez, vous ne pourrez pas vous arrêter. C'est-à-dire, si loin que vous portiez l'analyse, le terme auquel vous arriverez pourra toujours être à son tour divisé et analysé. Donc, il n'y aura jamais de dernier terme. Le point de vue de l'infini actuel, il me semble, dont on a perdu complètement le sens. Et on a perdu le sens, on a perdu ce sens-là pour 1000 raisons, je suppose. Entre autres pour des raisons scientifiques, pour tout ça. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas pourquoi on a perdu ce sens, c'est comme si j'arrivais à pouvoir un peu le restituer devant vous, que vous compreniez la manière dont ces penseurs pensaient. Que réellement, je crois que c'est fondamental dans leur pensée. Encore une fois, si je considère que Pascal écrit des textes très représentatifs du XVIIe siècle, c'est essentiellement les textes sur l'homme par rapport à l'infini. C'est des gens qui pensent vraiment naturellement, philosophiquement, en termes d'infini actuel. Or, cette idée d'un infini actuel, c'est-à-dire ni fini, ni indéfini, ça revient à nous dire quoi? Ça revient à nous dire il y a des derniers termes, il y a des termes ultimes. Vous voyez, ça c'est contre l'indéfini. C'est pas de l'indéfini puisqu'il y a des termes ultimes. Seulement ces termes ultimes, ils sont à l'infini. Donc c'est pas de l'atome. Ce n'est ni du fini ni de l'indéfini. L'infini est actuel, l'infini est en acte. En effet, l'indéfini, c'est, si vous voulez, de l'infini, mais virtuel. À savoir, vous pouvez toujours aller plus loin. Là, c'est pas ça. Ils nous disent, il y a des termes derniers. Les corps les plus simples pour Spinoza. C'est bien des termes ultimes, c'est bien des termes qui sont les derniers, que vous ne pouvez plus diviser. Seulement ces termes, ce sont des infiniment petits. Ce sont des infiniment petits.
C'est ça l'infini actuel. Vous voyez que c'est une lutte contre deux fronts, à la fois contre le finitisme et contre l'indéfini. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des termes ultimes, mais ce ne sont pas des atomes, puisque ce sont des infiniment petits. Ou comme on dit, ou comme Newton dira, ce sont des évanouissants. Des termes évanouissants. En d'autres termes, plus petits que toute quantité donnée. Qu'est-ce que ça implique, ça? Mais des termes infiniment petits, vous ne pouvez pas les traiter un par un. Là aussi, c'est un non-sens. Parler d'un terme infiniment petit que je considérerais singulièrement, ça n'a aucun sens. Les infiniment petits ne peuvent aller que par collection infinie. Donc, il y a des collections infinies d'infiniment petits. Les corps simples de Spinoza, ils n'existent pas un par un. Ils existent collectivement, non pas distributivement. Ils existent par ensemble infini. Et je ne peux pas parler d'un corps simple, je ne peux parler que d'un ensemble infini de corps simples. Si bien qu'un individu n'est pas un corps simple, un individu quel qu'il soit, et si petit soit-il, un individu a une infinité de corps simples. Un individu a une collection infinie d'infiniment petits. Bon, c'est pourquoi, malgré toute la force du commentaire de Guéroult sur Spinoza, je ne peux pas comprendre comment Guéroult pose la question de savoir si les corps simples chez Spinoza n'auraient pas une figure et une grandeur. C'est évident que si les corps simples sont des infiniment petits, c'est-à-dire des quantités dites évanouissantes, ils n'ont ni figure ni grandeur pour une simple raison, c'est que ça n'a pas de sens. Un infiniment petit n'a ni figure ni grandeur. Un atome, oui, a une figure et une grandeur. Mais un terme infiniment petit, par définition, ne peut pas avoir ni figure ni grandeur. Il est plus petit que toute grandeur donnée. Alors, qu'est-ce qui a figure et grandeur? Ce qui a figure et grandeur, là, la réponse devient très simple. Ce qui a figure et grandeur, c'est une collection. C'est une collection elle-même infinie d'infiniment petits. Ça, oui, la collection infinie d'infiniment petits est la figure et grandeur. Si bien qu'on bute sur ce problème, oui, mais d'où elle vient, cette figure et cette grandeur? Je veux dire, si les corps simples sont tous des infiniment petits, qu'est-ce qui permet de distinguer telle collection infinie d'infiniment petits et telle autre collection infinie d'infiniment petits? Du point de vue de l'infini actuel, comment est-ce qu'on peut faire des distinctions dans l'infini actuel? Ou bien alors, est-ce qu'il n'y a qu'une seule collection? Une seule collection de tous les infiniment petits possibles? Or, Spinoza est très ferme là. Il nous dit à chaque individu correspond une collection infinie de corps très simples. Chaque individu est composé d'une infinité de corps très simples. Il faut donc que j'ai le moyen de reconnaître la collection d'infiniment petits qui correspond à tel individu et celle qui correspond à tel autre individu. Comment ça se fera? Avant d'en arriver à cette question, essayons de voir comment sont ces infiniment petits. Ils entrent donc dans des collections infinies. Et je crois que là, le XVIIe siècle a tenu quelque chose que les mathématiques, avec de tout autre moyen, de tout autre procédé, je ne vais pas faire de rapprochement arbitraire, mais que les mathématiques modernes redécouvriront avec de tout autre procédé,
à savoir une théorie des ensembles infinis. Les infiniment petits entrent dans des ensembles infinis, et ces ensembles infinis ne se valent pas. C'est-à-dire, il y a des distinctions entre ensembles infinis. Et que ce soit Leibniz, que ce soit Spinoza, toute cette seconde moitié du XVIIe siècle est pénétrée de cette idée de l'infini actuel. L'infini actuel qui consiste en ces ensembles infinis d'infiniment petits. Mais alors, ces termes évanouissants, ces termes infiniment petits, bon, quels sont leurs... comment ils sont? Qu'est-ce que... Essayons, je ne sais pas, je voudrais que ça prenne une figure un peu concrète. Ben, c'est évident qu'ils n'ont pas d'intériorité. Des termes infiniment petits, alors bon, j'essaie de dire ce qu'ils ne sont pas d'abord, avant de dire ce qu'ils sont. Je veux dire, ils n'ont aucune intériorité. Ils entrent dans des ensembles infinis. L'ensemble infini peut avoir une intériorité. Mais ces termes extrêmes, infiniment petits, évanouissants, ils n'ont aucune intériorité. Ils vont constituer quoi? Ils vont constituer une véritable matière d'extériorité. Ils n'ont les uns avec les autres, les corps simples n'ont les uns avec les autres que des rapports strictement extrinsèques, des rapports d'extériorité. Ils forment une espèce de matière que on appellera, en suivant la terminologie de Spinoza, une matière modale. Une matière modale de pure extériorité. C'est-à-dire, ils réagissent les uns sur les autres, ils n'ont pas d'intériorité. Ils n'ont que des rapports extérieurs les uns avec les autres. Mais alors, je reviens toujours à ma question, bon, mais sinon que des rapports d'extériorité, qu'est-ce qui permet de distinguer un ensemble infini d'un autre? Encore une fois, tous les individus, chaque individu. Là, je peux dire chaque individu, puisque l'individu, ce n'est pas le corps très simple. Chaque individu, distributivement, a un ensemble infini de parties infiniment petites. Bon, ces parties, elles sont actuellement données. Mais qu'est-ce qui distingue l'ensemble, mon ensemble infini, l'ensemble infini qui me revient, et l'ensemble infini qui revient au voisin? D'où, et déjà, on entame alors comme la seconde couche de l'individualité, ça revient à demander sous quel aspect un ensemble infini de corps très simples appartiennent à tel ou tel individu. Sous quel aspect? C'est entendu, j'ai un ensemble infini là, de parties infiniment petites. Mais sous quel aspect est-ce que cet ensemble infini m'appartient? Vous voyez que j'ai juste à peine transformé la question, parce que lorsque je demande sous quel aspect l'ensemble infini m'appartient-il, c'est une autre manière de demander qu'est-ce qui va me permettre de distinguer tel ensemble infini de tel autre ensemble infini. Encore une fois, à première vue, dans l'infini, tout devrait se confondre. Ça devrait être la nuit noire ou la lumière blanche. Mais qu'est-ce qui fait que je peux distinguer des infinis les uns des autres? Donc, sous quel aspect un ensemble infini est-il dit m'appartenir ou appartenir à quelqu'un d'autre? La réponse, c'est un ensemble infini. La réponse de Spinoza me semble être un ensemble infini de parties infiniment petites m'appartient à moi et pas à l'autre, dans la mesure où cet ensemble infini effectue un certain rapport. C'est toujours sous un rapport que les parties m'appartiennent. Au point que si les parties qui me composent prennent un autre rapport, à ce moment-là, elles ne m'appartiennent plus.
elles appartiennent à une autre individualité. Elles appartiennent à un autre corps. D'où la question, quel est ce rapport? Sous quel rapport des éléments infiniment petits peuvent-ils être dits appartenir à quelque chose? Et si je réponds à la question, là, j'ai vraiment la réponse que je cherchais. Je veux dire, j'aurais montré comment, à quelles conditions, un ensemble infini peut être dit appartenir à une individualité finie. Sous quel rapport des infiniment petits peuvent appartenir à une individualité finie? Bon. La réponse de Spinoza, si je reste à la lettre de Spinoza, c'est sous un certain rapport de mouvement et de repos. Seulement, on en était toujours là, rapport de mouvement et de repos. Nous savons que ça ne veut pas du tout dire, et que là on aurait tort de lire trop vite le texte, ça ne veut pas du tout dire, comme chez Descartes, une somme. Ça, on l'a vu. Le rapport de mouvement et de repos, ça ne peut pas être la formule cartésienne mv, masse-vitesse. Sinon, il ne dirait pas rapport. Ce qui définit l'individu, c'est donc un rapport de mouvement et de repos, parce que c'est sous ce rapport qu'une infinité de parties infiniment petites appartiennent à l'individu. Je sais bien que qu'est-ce que c'est ce rapport de mouvement et de repos qu'il invoque tellement, Spinoza. Et là, je recommence une confrontation avec le commentaire de Guéroult. Guéroult fait une hypothèse extrêmement intéressante. Mais là aussi, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il fait cette hypothèse-là. Mais elle est très intéressante. Il dit finalement le rapport de mouvement et de repos, c'est une vibration. Je veux dire, à la fois, c'est une réponse là qui me paraît très curieuse, parce que, évidemment, il faut que la réponse soit très précise. C'est une vibration. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire ce qui définit l'individu au niveau de sa seconde couche, à savoir le rapport sous lequel des parties lui appartiennent, des parties infiniment petites lui appartiennent. C'est une façon de vibrer. Chaque individu, tiens, ce serait bien, on peut se dire, là, ça devient très concret, ben, ce qui vous définirait, vous ou moi, ben, c'est qu'on aurait une espèce de manière de vibrer. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ou bien c'est une métaphore, ou bien ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce qui, vibration, une vibration, ça renvoie à quoi en physique? Ça renvoie au plus simple, à un phénomène bien connu, qui est celui des pendules. Tiens, là, l'hypothèse de Guéroult semble prendre un sens assez très intéressant, parce que la physique, au XVIIe siècle, a beaucoup avancé l'étude des corps tournants et des pendules. Et notamment, a fondé une distinction entre les pendules simples et les pendules composées. Alors bon, à ce moment-là, vous voyez que l'hypothèse de Guéroult deviendrait celle-ci. Chaque corps simple est un pendule simple. Et l'individu qui a une infinité de corps simples, c'est un pendule composé. On serait tous des pendules composés, c'est bien ça. Ou des disques tournants, c'est une conception intéressante de chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, en effet, un pendule simple, il se définit par quoi? Il se définit, si vous vous rappelez vaguement des souvenirs de physique, mais de physique très simple, il se définit d'une certaine manière par un temps de vibration, un temps d'oscillation.
Il y a la fameuse formule, pour ceux qui se rappellent, il y a la formule T, petit t, égale pi, racine de L sur G. Petit t, c'est la durée de l'oscillation. L, c'est la longueur du fil auquel est suspendu le pendule. G, c'est ce qu'on appelle au XVIIe siècle l'intensité de la pesanteur, peu importe. Bien. Or, ce qui est important, c'est que dans la formule, vous voyez qu'un pendule simple, a un temps d'oscillation qui est indépendant de l'amplitude de l'oscillation, c'est-à-dire de la distance entre le point d'équilibre et le point où vous éloignez la tige du pendule, donc tout à fait indépendant de l'amplitude de l'oscillation, indépendant de la masse du pendule. Ça répond bien à la situation d'un corps infiniment petit. Et indépendant du poids du fil. Poids du fil, masse du pendule n'entreront en jeu que du point de vue du pendule composé. Donc, il semble qu'à 1000 égards, l'hypothèse de Guéroult marche. Il faudrait dire, alors bon, voilà une réponse. C'est bien, une réponse très bien. Les individus, pour Spinoza, ce seraient des espèces de pendules composées, c'est-à-dire composées chacun d'une infinité de pendules simples. Et ce qui définirait un individu, c'est une vibration. Bon. Alors, à la fois, là, je dis avec beaucoup de liberté, comme ça, c'est tout ça, je développe ça pour ceux qui s'intéressent très techniquement à Spinoza, les autres, vous pouvez en retenir ce que vous voulez. Et à la fois, c'est curieux, parce que cette hypothèse, elle m'attire, et je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas bien pourquoi. Il y a une chose qui me gêne, c'est que c'est vrai que toute l'histoire des pendules et des disques tournants au XVIIe siècle, elle est très poussée. Mais justement, si c'est ça que Spinoza avait voulu dire, pourquoi il ferait aucune allusion à ces problèmes de vibration, même dans ses lettres? Et puis surtout, le modèle du pendule ne rend pas du tout compte, enfin de ce qui me paraît pour moi l'essentiel, à savoir cette présence de l'infini actuel et de termes infiniment petits. Voyez la réponse de Guéroult en tant qu'il commente Spinoza, c'est le rapport de mouvement et de repos doit se comprendre comme la vibration du pendule simple. Voilà, je ne dis pas du tout que j'ai raison, hein, là vraiment pas. Je dis, s'il est vrai que les corps très simples, c'est pour ça d'ailleurs que Guéroult a besoin d'affirmer que les corps très simples ont quand même chez Spinoza une figure et une grandeur. Supposez au contraire, là je dis pas, mais je dis pas du tout que j'ai raison, supposez que les corps très simples soient vraiment des infiniment petits, c'est-à-dire qui n'ont ni figure ni grandeur. À ce moment-là, le modèle du pendule simple ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas être une vibration qui définit le rapport de mouvement et de repos. En revanche, on a une autre voie. Puis vous pouvez peut-être en trouver d'autres, hein, sûrement vous pouvez en trouver d'autres. L'autre voie, ce serait ceci. C'est, encore une fois, je reviens à ma question. Entre des termes supposés infiniment petits, quel type de rapport peut-il y avoir? La réponse, elle est toute simple. Entre des termes infiniment petits, si on comprend ce que veut dire au XVIIe siècle infiniment petit, c'est-à-dire
qui n'a pas d'existence distributive, mais qui entre nécessairement dans une collection infinie, ben, entre termes infiniment petits, il ne peut y avoir qu'un type de rapport, des rapports différentiels. Pourquoi? Les termes infiniment petits, c'est des termes évanouissants, c'est-à-dire les seuls rapports que peuvent avoir entre eux des termes infiniment petits, c'est des rapports qui subsistent lorsque les termes s'évanouissent. Une question toute simple. Qu'est-ce que des rapports tels qu'ils subsistent lorsque leurs termes s'évanouissent? Faisons-la des mathématiques très très simples. Je vois, si j'en reste au XVIIe siècle, un certain état des mathématiques, et ce que je dis est très rudimentaire, je vois comme bien connu au XVIIe siècle 3 types de rapports. Je dirais, il y a des rapports fractionnaires qui sont connus depuis très très longtemps. Il y a des rapports algébriques qui sont connus, enfin qui étaient pressentis bien avant, ça va de soi, mais qui ont reçu un statut très ferme au XVIe et XVIIe siècle, au XVIIe siècle avec Descartes, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIIe. Des rapports algébriques, et enfin des rapports différentiels qui, au moment de Spinoza et de Leibniz, sont la grande question des mathématiques de cette époque. Je donne des exemples. Parce que là, je voudrais vraiment que ce soit limpide pour vous-même. Ce n'est pas des mathématiques que je fais, pas du tout. Exemple de rapport fractionnaire. 2 tiers. Exemple de rapport algébrique. AX plus BY égale d'où vous pouvez tirer X sur Y égale. X sur Y égale. Exemple de rapport différentiel, on l'a vu, dy sur dx égale z. Bien. Quelle différence y a-t-il entre ces 3 types de rapports? Je dirais le rapport fractionnaire, c'est déjà très intéressant parce que sinon on pourrait faire comme une échelle. Le rapport fractionnaire, il est irréductiblement un rapport. Pourquoi? Si je dis 2 tiers, 2 tiers, encore une fois, ce n'est pas un nombre. Pourquoi est-ce que 2 tiers, ce n'est pas un nombre? C'est parce qu'il n'y a pas de nombre assignable qui, multiplié par 3, donne 2. Donc, ce n'est pas un nombre. Une fraction, ce n'est pas un nombre, c'est un complexe de nombres que je décide par convention de traiter comme un nombre. C'est-à-dire que je décide par convention de soumettre aux règles de l'addition, de la soustraction, de la multiplication. Mais une fraction, évidemment pas un nombre. Une fois que j'ai trouvé les fractions, je peux les traiter comme des nombres. Non, plutôt, non, je dis des bêtises. Une fois que j'ai trouvé la fraction, je peux traiter les nombres comme des fractions. C'est-à-dire, une fois que je dispose du symbolisme fractionnaire, je peux traiter un nombre, par exemple 2, comme une fraction. Je peux toujours écrire 4 sur 2. 4 sur 2 égale 2. Bon. Le départ d'une logique des rapports, c'est évidemment en quel sens y a-t-il une consistance du rapport indépendamment de ses termes. Le nombre fractionnaire me donnerait déjà comme une espèce de première approximation. Mais ça n'empêche pas que dans le rapport fractionnaire,
les termes doivent être encore spécifiés. Les termes doivent être spécifiés, c'est-à-dire vous pouvez toujours écrire par exemple 2 sur 3, bon, mais le rapport est entre deux termes, 2 et 3. Il est irréductible à ces termes, puisque lui-même n'est pas un nombre, mais un complexe de nombres. Mais les termes doivent être spécifiés, les termes doivent être donnés. Dans une fraction, le rapport est comme indépendant de ces termes, oui, mais les termes doivent être donnés. Un pas de plus. Quand je tiens un rapport algébrique du type x sur y, cette fois-ci, je n'ai pas des termes donnés, j'ai deux variables. J'ai des variables. Vous voyez que tout se passe comme si le rapport avait acquis un degré d'indépendance supérieur par rapport à ces termes. Je n'ai plus besoin d'assigner une valeur déterminée. Dans un rapport fractionnaire, je ne peux pas échapper à ceci. Je dois assigner une valeur déterminée au terme du rapport. Dans un rapport algébrique, je n'ai même plus besoin d'assigner une valeur déterminée au terme du rapport. Les termes du rapport sont des variables. Mais ça n'empêche pas que il faut encore que mes variables aient une valeur déterminable. En d'autres termes, x et y peuvent avoir toutes sortes de valeurs singulières, mais ils doivent en avoir une. Vous voyez, dans le rapport fractionnaire, je ne peux avoir qu'une valeur singulière ou des valeurs singulières équivalentes. Dans un rapport algébrique, j'ai plus besoin d'une valeur singulière. Ça n'empêche pas que mes termes continuent à avoir une valeur, comment dirais-je, spécifiable. Et le rapport est bien indépendant de toute valeur particulière de la variable, mais il n'est pas indépendant d'une valeur déterminable de la variable. Ce qu'il y a de très nouveau avec les rapports différentiels, c'est que on fait comme un troisième pas. Lorsque je dis dy sur dx, vous vous rappelez ce qu'on a vu. dy par rapport à y égale 0. C'est une quantité infiniment petite. dx par rapport à x égale 0. Donc je peux écrire dy sur, et il l'écrit constamment au XVIIe siècle sous cette forme, dy sur dx égale 0 sur 0. Or, le rapport 0 sur 0 n'est pas égal à 0. En d'autres termes, quand les termes s'évanouissent, le rapport subsiste. Cette fois-ci, les termes entre lesquels le rapport s'établit ne sont ni déterminés, ni même déterminables. Seul est déterminé le rapport entre ces termes. C'est là que la logique des relations va faire un bond fondamental. Et découvert un domaine, sous cette forme du calcul différentiel, est découvert un domaine où les relations ne dépendent plus de leurs termes. Les termes sont réduits à des termes évanouissants, à des quantités évanouissantes, et le rapport entre ces quantités évanouissantes n'est pas égal à 0. Au point que j'écrirai, là je rends tout très sommaire, dy sur dx égale z. Qu'est-ce que ça veut dire égale z? Ça veut dire bien sûr que le rapport différentiel dy sur dx
qui se fait entre quantité évanouissante de Y et quantité évanouissante de X, ne nous dit strictement rien sur X et Y, mais nous dit quelque chose sur Z. Par exemple, appliqué au cercle, le rapport différentiel dy sur dx nous dit quelque chose sur une tangente dite tangente trigonométrique. Je peux donc écrire, pour en rester vraiment au plus simple, je veux dire, il y a besoin de rien comprendre. dy sur dx égale z. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyez que le rapport, tel qu'il subsiste lorsque ces termes s'évanouissent, va renvoyer à un troisième terme, z. C'est bien intéressant, ça. Enfin, ça devrait être très intéressant du point de vue. C'est à partir de là qu'une logique des relations est possible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On dira quoi? On dira de z que c'est quoi? Que c'est la limite du rapport différentiel. En d'autres termes, le rapport différentiel tend vers une limite. Lorsque les termes du rapport s'évanouissent, voilà. Lorsque les termes du rapport s'évanouissent, x et y, et deviennent dy, dx, lorsque les termes du rapport s'évanouissent, le rapport subsiste parce que il tend vers une limite z. Lorsque le rapport s'établit entre termes infiniment petits, il ne s'annule pas en même temps que ces termes. Il tend vers une limite. C'est la base du calcul différentiel tel qu'il est compris ou interprété au XVIIe siècle. Dès lors, vous comprenez évidemment pourquoi cette interprétation du calcul de différentiel ne fait qu'un avec la compréhension d'un infini actuel, c'est-à-dire avec l'idée de quantité infiniment petite de termes évanouissants. Dès lors, moi, ma réponse à la question « mais qu'est-ce que c'est au juste ?» ce dont Spinoza nous parle lorsqu'il parle de rapport de mouvement et de repos, de proportion de mouvement et de repos est dit. Des infiniment petits, une collection infinie d'infiniment petits appartiennent à tel individu sous tel rapport de mouvement et de repos. Qu'est-ce que c'est ce rapport? Moi, je ne pourrais pas dire comme Guéroult que c'est une vibration qui assimile l'individu à un pendule. C'est un rapport différentiel. C'est un rapport différentiel tel qu'il se dégage dans les ensembles infinis, dans les ensembles infinis d'infiniment petits. Et en effet, si vous reprenez la lettre de Spinoza, dont je me suis beaucoup servi sur le sang, et les deux composantes du sang, le chyle et la lymphe, ça revient à nous dire quoi? Ça revient à nous dire, il y a des corpuscules de chyle. Ou bien plus, le chyle, c'est un ensemble infini de corps très simples. La lymphe, c'est un autre ensemble infini de corps très simples. Qu'est-ce qui distingue les deux ensembles infinis? C'est le rapport différentiel. Vous avez cette fois-ci un dy sur dx qui est les parties infiniment petites de chyle sur les parties infiniment petites de lymphe. Et ce rapport différentiel tend vers une limite, à savoir le sang, à savoir le chyle et la lymphe composent le sang. Bon, si c'est ça, si c'était ça, on pourrait dire pourquoi les ensembles infinis se distinguent. C'est que les ensembles infinis de corps très simples n'existent pas indépendamment.
de rapports différentiels qu'ils effectuent. Donc c'est par abstraction que j'ai commencé par parler d'eux. Mais ils existent forcément. Ils existent forcément sous tel ou tel rapport variable. Ils ne peuvent pas exister indépendamment d'un rapport, puisque la notion même de terme infiniment petit ou de quantité évanouissante ne peut pas se définir indépendamment d'un rapport différentiel. Encore une fois, dx, ça n'a aucun sens par rapport à x. dy, ça n'a aucun sens par rapport à y. Seul a un sens le rapport dx sur dy. C'est dire que les infiniment petits n'existent pas indépendamment du rapport différentiel. Bon. Dès lors, qu'est-ce qui me permet de distinguer un ensemble infini d'un autre ensemble infini? Je dirais que les ensembles infinis ont des puissances différentes. Et ce qui apparaît de toute évidence, il me semble, dans cette pensée de l'infini actuelle, c'est l'idée de puissance d'un ensemble. Alors, je ne veux pas dire du tout, encore une fois, là, comprenez-moi, ce serait abominable de me faire dire qu'ils ont prévu des choses qui concernent très étroitement la théorie des ensembles dans les mathématiques du début du XXe siècle. Je ne veux pas dire ça du tout. Je veux dire que dans leur conception, qui s'oppose absolument aux mathématiques modernes, qui est complètement différente, qui n'a rien à voir avec les mathématiques modernes, dans leur conception de l'infiniment petit et du calcul différentiel interprété dans la perspective de l'infiniment petit, ils dégagent nécessairement, et ça c'est pas propre à Leibniz, c'est vrai aussi de Spinoza, c'est vrai aussi de Malebranche, tous ces philosophes de la seconde moitié du XVIIe siècle dégagent l'idée des ensembles infinis qui se distinguent, non pas par leur nombre. Un ensemble infini, par définition, il ne peut pas se distinguer d'un autre ensemble infini par le nombre de ses parties, puisque tout ensemble infini excède tout nombre assimilable de parties. Donc, du point de vue du nombre des parties, il ne peut pas y en avoir un qui ait un plus grand nombre de parties qu'un autre. Tous ces ensembles sont infinis. Donc, sous quel aspect se distingue-t-il? Pourquoi est-ce que je peux dire tel ensemble infini et pas tel autre? Je peux le dire, c'est tout simple. Parce que les ensembles infinis se définissent comme infinis sous tel ou tel rapport différentiel. En d'autres termes, les rapports différentiels pourront être considérés comme la puissance d'un ensemble infini. Dès lors, un ensemble infini pourra être à une plus haute puissance qu'un autre ensemble infini. C'est pas qu'il aura plus de parties, évidemment non. Mais c'est que le rapport différentiel sous lequel l'infinité, l'ensemble infini de parties lui appartiennent, sera d'une plus haute puissance que le rapport sous lequel un ensemble infini appartient à un autre individu. Donc il me semble que c'est, du point de vue même d'une théorie de l'infini, cette idée de puissance distincte des ensembles infinis est fondamentale. Bien plus, toute l'idée de l'infini actuel n'aurait aucun sens si l'on supprime cela. C'est pour ça que, encore une fois, avec les réserves que j'ai dites tout à l'heure, pour mon compte, la réponse à laquelle je donnerais à qu'est-ce que c'est que ce rapport de mouvement et de repos que Spinoza invoque comme caractéristique de l'individu, c'est-à-dire comme définissant la seconde couche de l'individu, je dirais non, c'est pas exactement une manière de vibrer, encore que peut-être on pourrait unir les deux points de vue, j'en sais rien, mais c'est un rapport différentiel. Et c'est le rapport différentiel qui définit la puissance. Dès lors, vous comprenez la situation. Si vous vous rappelez que les infiniment petits reçoivent constamment des influences du dehors, qui passent leur temps à être en rapport extérieur avec les autres collections d'infiniment petits.
Supposez qu'une collection d'infiniment petits soit déterminée à prendre un autre rapport, soit déterminée du dehors à prendre un autre rapport que celui sous lequel elle m'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je meurs. Ça veut dire que je meurs. En effet, l'ensemble infini qui m'appartenait sous tel rapport qui me caractérise, sous mon rapport caractéristique, cet ensemble infini va prendre un autre rapport sous des causes extérieures, sous l'influence de causes extérieures. Reprenez l'exemple du poison qui décompose le sang. Sous l'action de l'arsenic, les particules infiniment petites qui composent mon sang sous tel rapport, vont être déterminées à entrer sous un autre rapport. Dès lors, cet ensemble infini va entrer dans la composition d'un autre corps. Ce ne sera plus le mien. Je meurs. Vous comprenez? Bon. Alors, bon. Si c'était vrai tout ça, si c'était vrai, il nous manque encore quelque chose parce que ce rapport, il vient d'où ce rapport? Je dis donc, vous voyez que j'ai progressé, mais il me faut mes 3 couches. Je ne peux pas m'en tirer autrement. Il me faut mes 3 couches parce que je commence par dire je suis composé d'une infinité de parties évanouissantes et infiniment petites. Bon. Mais attention, ces parties m'appartiennent, elles me composent sous un certain rapport qui me caractérise. Et ce rapport qui me caractérise, ce rapport différentiel ou bien plus, cette sommation, pas une addition, mais cette espèce d'intégration de rapports différentiels, puisqu'en fait il y a une infinité de parties différentielles, de rapports différentiels qui me composent. Mon sang, mes os, ma chair, etc., tout ça renvoie à toutes sortes de systèmes de rapports différentiels. Et bien, ces rapports différentiels qui me composent, c'est-à-dire qui font que les collections infinies qui me composent m'appartiennent effectivement à moi et pas à un autre. Tant que ça dure, puisque ça risque toujours de plus durer, si mes parties sont déterminées à entrer sous d'autres rapports. Elles désertent mon rapport. Oh, elles désertent mon rapport. Alors encore une fois, je meurs, mais ça va engager beaucoup de choses. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, mourir? À ce moment-là, ça veut dire que j'ai plus de parties. Ah, c'est embêtant. Plus de parties. Bien, mais ce rapport qui me caractérise et qui fait que les parties qui effectuent le rapport m'appartiennent dès lors qu'elles effectuent le rapport. Tant qu'elles effectuent le rapport différentiel, elles m'appartiennent à moi. Eh bien, ce rapport différentiel, lui, est-ce que c'est le dernier mot de l'individu? Évidemment non, il faut bien en rendre compte à son tour. Qu'est-ce qu'il va exprimer? Il dépend de quoi? Qu'est-ce qui fait que il n'a pas sa propre raison, ce rapport différentiel? Qu'est-ce qui va expliquer que moi, je sois caractérisé par tel rapport ou tel ensemble de rapports? Dernière couche de l'individu, réponse de Spinoza, c'est que les rapports caractéristiques qui me constituent, c'est-à-dire qui font que les ensembles infinis, qui vérifient ces rapports, qui effectuent ces rapports m'appartiennent, les rapports caractéristiques expriment quelque chose. Expriment quelque chose qui est quoi? Qui est mon essence singulière. Là, Spinoza le dit très ferme. Les rapports de mouvement et de repos ne font qu'exprimer une essence singulière. Ça veut dire qu'aucun de nous n'a les mêmes rapports, bien entendu. Mais ce n'est pas le rapport qui dit le dernier mot. C'est quoi? Alors là, est-ce qu'on ne pourra pas rejoindre à ce niveau quelque chose de l'hypothèse de Guéroult? Dernière question. Il y a donc une dernière couche de l'individu
à savoir l'individu est une essence singulière. Et vous voyez dès lors quelle formule je peux donner de l'individu. Chaque individu est une essence singulière, laquelle essence singulière s'exprime dans des rapports caractéristiques de type rapport différentiel, et sous ces rapports différentiels, des collections infinies d'infiniment petits appartiennent à l'individu. D'où dernière question, mais alors qu'est-ce que c'est cette essence singulière? Je veux dire, est-ce que là, on ne pourra pas trouver à ce niveau, si bien qu'il faudrait juste dire que Guérou, à la rigueur, s'est trompé de niveau, à ce niveau, quelque chose d'équivalent à l'idée de vibration. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une essence singulière? Attention, parce que la question, pour que vous compreniez la question, il faut presque consentir à pousser les conditions d'une telle question. Je ne suis plus dans le domaine de l'existence. Qu'est-ce que c'est l'existence? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, exister? On va voir que c'est assez compliqué chez Spinoza, parce qu'il donne une détermination très rigoureuse de ce qu'il appelle exister. Mais si on commence par le plus simple, je dirais, exister, c'est avoir une infinité de parties extensives, de parties extrinsèques, avoir une infinité de parties extrinsèques infiniment petites qui m'appartiennent sous un certain rapport. Tant que j'ai en effet des parties extensives qui m'appartiennent sous un certain rapport, des parties infiniment petites qui m'appartiennent, je peux dire j'existe. Quand je meurs, encore une fois, là il faut bien cerner les concepts dans Spinozisme. Quand je meurs, qu'est-ce qui se passe? Mourir, ça veut dire ça, exactement ceci. Ça veut dire les parties qui m'appartiennent cessent de m'appartenir. Pourquoi? On a vu qu'elles ne m'appartiennent que dans la mesure où elles effectuent un rapport qui me caractérise. Là, je meurs lorsque les parties qui m'appartiennent ou qui m'appartenaient sont déterminées à entrer sous un autre rapport qui caractérise un autre corps. Je nourrirai les vers. Je nourrirai les vers, ça veut dire les parties qui me composent entrent sous un autre rapport, je suis mangé par les vers. Mes corpuscules à moi, ils passent sous le rapport des vers. Bon. Ça peut arriver. Ou bien les corpuscules qui me composent, précisément, ils effectuent un autre rapport conforme au rapport de l'arsenic. On m'a empoisonné. Hein? Bon. Vous voyez qu'en un sens, c'est très grave, mais c'est pas bien grave pour Spinoza. Parce qu'enfin, je peux dire que la mort, elle concerne quoi? On peut dire d'avance, avant de savoir ce que c'est que ce qu'il appelle une essence, la mort, elle concerne essentiellement une dimension fondamentale de l'individu, mais une seule dimension, à savoir l'appartenance des parties à une essence. Mais elle ne concerne ni le rapport sous lequel les parties m'appartiennent, ni l'essence. Pourquoi? Vous avez vu que le rapport caractéristique, le rapport différentiel, ou les rapports différentiels qui me caractérisent, ils sont indépendants en eux-mêmes. Ils sont indépendants des termes, puisque les termes sont infiniment petits. Et que le rapport, lui, au contraire, a une valeur finie. dy sur dx égale z. Bon. Alors, c'est bien vrai que mon rapport ou mes rapports cessent d'être effectués quand je meurs. Il n'y a plus de parties qui effectuent. Pourquoi? Parce que les parties sont mises à effectuer d'autres rapports. Bien.
Mais, premièrement, il y a une vérité éternelle du rapport. En d'autres termes, il y a une consistance du rapport, même quand il n'est pas effectué par des parties actuelles. Il y a une actualité du rapport, même quand il cesse d'être effectué. Ce qui disparaît avec la mort, c'est l'effectuation du rapport, c'est pas le rapport lui-même. Vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'un rapport non effectué? Je réclame cette logique de la relation telle qu'elle me paraît naître au XVIIe siècle, à savoir, il a effectivement montré dans quelles conditions un rapport avait une consistance, alors que ces termes étaient évanouissants. Il y a une vérité du rapport, indépendamment de la réalité des termes qui effectuent le rapport, et d'autre part, il y a une réalité de l'essence qui s'exprime dans ce rapport, il y a une réalité de l'essence, indépendamment de savoir si des parties actuellement données effectuent le rapport conforme à l'essence. En d'autres termes, et le rapport et l'essence seront dits éternels, ou du moins avoir une espèce d'éternité, mais on verra peut-être, enfin on verra. Espèce d'éternité ne veut pas dire du tout une éternité métaphorique. C'est une éternité, c'est un type d'éternité très précis. À savoir, espèce d'éternité chez Spinoza, ça a toujours signifié ce qui est éternel en vertu de sa cause et non pas en vertu de soi-même. Donc l'essence singulière et les rapports caractéristiques dans lesquels cette essence s'exprime sont éternels, tandis que ce qui est transitoire et ce qui définit mon existence, c'est uniquement le temps durant lequel des parties extensives infiniment petites m'appartiennent, c'est-à-dire effectuent le rapport. Mais alors, voilà donc qu'il faut dire que mon essence existe même quand moi je n'existe pas encore ou quand je n'existe plus. En d'autres termes, il y a une existence de l'essence qui ne se confond pas avec l'existence de l'individu dont l'essence est l'essence. Il y a une existence de l'essence singulière qui ne se confond pas avec l'existence de l'individu dont l'essence est l'essence. C'est très important parce que vous voyez où tend Spinoza et tout son système est fondé et avant tout là-dessus. C'est un système dans lequel tout ce qui est réel. Je veux dire, jamais il y a eu et porté si loin une telle négation de la catégorie de possibilité. Les essences ne sont pas des possibles. Il n'y a rien de possible, tout ce qui est réel. En d'autres termes, les essences ne définissent pas des possibilités d'existence, les essences sont elles-mêmes des existences. Là, il va beaucoup plus loin que tous les autres au XVIIe siècle, parce que je pense par exemple à Leibniz. Chez Leibniz, vous avez une idée d'après laquelle les essences, c'est des possibilités logiques. Par exemple, il y a une essence d'Adam, il y a une essence de Pierre, il y a une essence de Paul, et c'est des possibles. Tant que Pierre, Paul, etc. n'existent pas, on ne peut définir l'essence que comme impossible, que comme quelque chose de possible. Simplement, Leibniz sera forcé dès lors de rendre compte de ceci. Comment est-ce que le possible peut rendre compte, peut intégrer en soi la possibilité d'exister?
comme s'il fallait grever la catégorie possible d'une espèce de tendance à l'existence. Et en effet, Leibniz développe une théorie très très curieuse, avec un mot qui est commun à Leibniz et à Spinoza, le mot de conatus, tendance. Puis justement, qui vont prendre chez Spinoza et chez Leibniz deux sens absolument différents. Chez Leibniz, les essences singulières sont des possibles, simplement c'est des possibles spéciaux parce qu'ils tendent de toute leur force à l'existence. Il faut introduire dans la catégorie logique de possibilité une tendance à l'existence. Spinoza, à votre choix, je ne dis pas que c'est mieux, c'est vraiment là une caractéristique de la pensée de Spinoza. Pour lui, et c'est la notion même de possible, il ne veut pas enrichir la notion de possible en la grevant d'une tendance à l'existence. Ce qu'il veut, c'est la destruction radicale de la catégorie de possible. Il n'y a que du réel. En d'autres termes, l'essence, ce n'est pas une possibilité logique, l'essence, c'est une réalité physique. C'est une réalité physique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En d'autres termes, l'essence de Paul, une fois que Paul est mort, eh ben, elle reste une réalité physique. C'est un être réel. Donc il faudrait distinguer comme deux êtres réels, l'être de l'existence de Paul et l'être de l'essence de Paul. Il faudrait distinguer bien plus comme deux existences, l'existence de Paul et l'existence de l'essence de Paul. L'existence de l'essence de Paul, elle est éternelle, alors que l'existence de Paul, elle est transitoire, mortelle, etc. Voyez au point où on en est, si c'est bien ça, un thème très important de Spinoza, c'est mais qu'est-ce que ça va être cette réalité physique de l'essence? Les essences ne peuvent pas être des possibilités logiques. Si c'était des possibilités logiques, elles ne seraient rien. Elles doivent être des réalités physiques. Mais attention, ces réalités physiques ne se confondent pas avec la réalité physique de l'existence. Qu'est-ce que la réalité physique de l'essence? Et Spinoza se trouve pris dans un problème qui semble très très compliqué là. Mais tellement bien là, on retrouve... Mais je voudrais que ce soit limpide tout ça, je ne sais pas comment faire. Quelle heure il est? Au moins 25. 11h35, tu m'as prévenu à midi. Hein, À midi? J'arrive au secrétariat. Voilà. Voilà, Spinoza nous dit. Imaginez, enfin, il nous donne un exemple. Il nous dit, je dirais tout à l'heure, quand et où il nous dit ça. Il nous dit dans un très joli texte, il nous dit, eh ben voilà, imaginez un mur blanc. Imaginez un mur blanc. Un mur tout blanc. Il n'y a rien dessus. Puis vous arrivez avec un crayon et puis vous faites un bonhomme et puis à côté un autre bonhomme. Vous dessinez. Voilà que vos deux bonshommes existent. Ils existent en tant que quoi? En tant que vous les avez tracés. Deux figures existent sur le mur blanc. Ces deux figures, vous pouvez les appeler Pierre et Paul. Voilà. Tant que rien n'est tracé sur le mur blanc, est-ce que quelque chose existe qui serait distincte du mur blanc? Réponse de Spinoza, là, très curieuse. Non. À proprement parler, rien n'existe. Sur le mur blanc, rien n'existe tant que vous n'avez pas tracé les figures. Bon, vous me direz, c'est pas compliqué, ça. C'est pas compliqué. C'est un bien joli exemple, parce que j'en aurai besoin encore toute la prochaine fois. À partir de maintenant, je n'ai plus qu'à commenter ce texte de Spinoza.
Or, où se trouve ce texte? Ce texte se trouve dans l'œuvre de jeunesse de Spinoza, œuvre qu'il n'a pas écrite lui-même et qui fait des notes d'auditeurs, connue sous le titre Le court traité. Le court traité. Voyez pourquoi cet exemple est important. Le mur blanc, c'est quelque chose d'équivalent à ce que Spinoza appelle l'attribut. L'attribut, l'étendue. La question revient à dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'étendue? Dans l'étendue, il y a l'étendue. Mur blanc égale mur blanc. Étendue égale étendue. Mais vous pouvez dire des corps existent dans l'étendue. Oui, des corps existent dans l'étendue. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'existence des corps dans l'étendue? L'existence des corps dans l'étendue, c'est lorsque ces corps sont effectivement tracés. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement tracé? On a vu sa réponse. La réponse très stricte de Spinoza, c'est lorsque une infinité de parties infiniment petites sont déterminées à appartenir au corps. Le corps est tracé. Il y a une figure. Et ce que Spinoza appellera mode de l'attribut, c'est une telle figure. Donc, les corps sont dans l'étendue, exactement comme les figures tracées sur le mur blanc. Et je peux distinguer une figure d'une autre figure en disant précisément, ah ben, telle partie appartient à telle figure. Attention, telle autre partie, il peut y avoir des franges communes. Mais qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ça veut dire qu'il y aura un rapport commun entre les deux corps. Oui, ça c'est possible. Mais je distinguerai les corps existants. En dehors de ça, est-ce que je peux distinguer quelque chose? Ben, il se trouve que le texte du court traité de jeunesse de Spinoza semble dire finalement c'est impossible de distinguer quelque chose en dehors des modes existants, en dehors des figures. Si vous n'avez pas tracé de figure, vous ne pouvez pas distinguer quelque chose sur le mur blanc. Le mur blanc est uniformément blanc. Pardon de m'appesantir, c'est parce que c'est vraiment, je crois, c'est comme un moment essentiel dans la pensée de Spinoza. Et pourtant, déjà dans le court traité, il nous dit les essences sont singulières. C'est-à-dire, il y a une essence de Pierre et de Paul qui ne se confond pas avec Pierre et Paul existants. Or, si les essences sont singulières, il faut bien distinguer quelque chose sur le mur blanc, sans que les figures soient nécessairement tracées. Bien plus, si je saute à son œuvre définitive, l'éthique, je vois qu'en livre 2, propositions 7, 8, etc., Spinoza retrouve ce problème. Il dit très bizarrement, eh ben, les modes existent dans l'attribut comme de deux façons. Ils existent, d'une part, en tant qu'ils sont compris ou contenus dans l'attribut, et d'autre part, en tant qu'on dit qu'ils durent. Deux existences, existence durante, existence immanente. Là, je prends la lettre du texte. Les modes existent de deux manières, à savoir les modes existants existent en tant qu'ils sont dits durés, et les essences de modes existent en tant qu'elles sont contenues dans l'attribut. Bien.
Ça se complique parce que les essences de mode sont encore une fois, et là c'est confirmé par tous les textes de l'éthique, sont des essences singulières, c'est-à-dire l'une ne se confond pas avec l'essence de l'autre. L'une ne se confond pas avec l'autre, bon, très bien. Mais alors comment est-ce qu'elles se distinguent dans la tribu les unes des autres? Spinoza affirme qu'elles se distinguent et puis là il nous abandonne. Est-ce qu'il nous abandonne vraiment? C'est pas possible. Une chose comme ça, c'est pas imaginable. Bon. Il nous dit pas, d'accord. Il nous donne un exemple. Il nous donne un exemple géométrique. Précisément, qui revient à dire, est-ce qu'une figure a un certain mode d'existence alors qu'elle n'est pas tracée? Est-ce qu'une figure existe dans l'étendue alors qu'elle n'est pas tracée, en extension? Tout le texte semble dire, ben oui. Et tout le texte semble dire, complétez de vous-même. Et c'est normal. Peut-être qu'il nous donne tous les éléments de réponse. À compléter de nous-mêmes, alors bon, il faut, on n'a pas le choix. Alors, ou bien on renonce à être spinoziste, c'est pas mal non plus, ou bien il faut bien compléter de soi-même. Donc comment qu'on pourrait compléter de nous-mêmes? C'est pour ça que je plaide, comme je le disais au début de l'année, ben, on complète de soi-même avec d'une part son cœur, d'autre part avec ce qu'on sait. Bon. Le mur blanc, pourquoi qu'il fait? Pourquoi qu'il parle du mur blanc? Qu'est-ce que c'est cette histoire de mur blanc? Et après tout, les exemples en philosophie, c'est un peu aussi comme des clins d'œil. Bon, parce qu'il se trouve que vous me direz, mais alors que faire si on ne comprend pas le clin d'œil? Pas grave du tout, pas grave du tout. On passe à côté de mille choses, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on sait. Mur blanc, mais après tout, j'essaie de compléter avec mon cœur avant de compléter avec du savoir. Faisons appel à notre cœur. Je tiens d'un côté mon mur blanc, d'un autre côté, mes dessins sur le mur blanc, j'ai dessiné sur le mur. Et ma question est ceci, est-ce que je peux distinguer sur le mur blanc des choses indépendamment de figures dessinées? Est-ce que je peux faire des distinctions qui ne soient pas des distinctions entre figures? Là, c'est comme un exercice pratique, il y a besoin de rien savoir. Simplement, je dis, vous lirez bien Spinoza si vous arrivez à ce problème, ou à un problème équivalent. Il faut le lire suffisamment littéralement pour vous dire, ah ben oui, c'est ça ce problème qu'il nous pose, et ça besogne à lui, et c'est pour ça qu'il ne va pas plus loin. C'est de poser si précisément le problème que c'est même un cadeau qu'il nous fait en quelque sorte dans sa générosité infinie. C'est poser tellement bien le problème et nous le faire poser si précisément que on se dise, ben évidemment la réponse c'est celle-ci. Et on aura l'impression d'avoir trouvé la réponse. Il n'y a que les grands auteurs qui vous donnent cette impression, vous savez, ils s'arrêtent juste quand tout est fini, mais non, il y a un tout petit bout infiniment petit qu'ils n'ont pas dit, alors on est forcé de le trouver, on se dit qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis fort, je l'ai trouvé. Car au moment où je viens de poser la question comme ceci, est-ce que quelque chose peut se distinguer sur le mur blanc, indépendamment des figures dessinées? C'est évident que j'ai la réponse déjà. Et que nous répondons tous en cœur. Qu'est-ce que nous répondons tous en cœur? Nous répondons, ben oui. Il y a un autre mode de distinction. Il y a un autre mode de distinction qui est quoi? C'est que le blanc a des degrés. Le blanc a des degrés. Et je peux faire varier les degrés du blanc.
Et un degré de blanc se distingue d'un autre degré de blanc d'une toute autre façon qu'une figure sur le mur blanc se distingue d'une autre figure sur le mur blanc. En d'autres termes, le blanc a, dirait-on en latin, on utilise toutes les langues pour essayer de mieux comprendre, même les langues qu'on ne connaît pas. Le blanc a des distinctions de gradus. Il y a des degrés. Et les degrés ne se confondent pas avec des figures. Vous direz tel degré de blanc au sens de tel degré de lumière. Un degré de lumière, un degré de blanc. C'est pas une figure. Et pourtant, 2 degrés se distinguent. 2 degrés ne se distinguent pas comme 2 figures dans l'espace. Je dirais des figures qu'elles se distinguent extrinsèquement, compte tenu de leur partie commune. Je dirais des degrés, c'est un tout autre type de distinction. Il y a une distinction intrinsèque. Qu'est-ce que c'est? Du coup, alors, là, et la distinction des degrés de lumière ne se confond pas avec la distinction des figures dans la lumière. Bon, vous me direz, tout ça, c'est enfantin. C'est pas enfantin quand on essaie d'en faire des concepts philosophiques. Hein. Oui, c'est enfantin. Ça l'est pas. C'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a des distinctions intrinsèques. Bon. Essayons de progresser d'un point de vue de pure terminologie. Il faut faire du groupement terminologique. Mon mur blanc, le blanc du mur blanc, je l'appellerai qualité. La détermination des figures sur le mur blanc, je l'appellerai grandeur. Ou, non, oui, ou longueur. Je dirais pourquoi j'emploie ce mot en apparence bizarre de longueur. Grandeur ou longueur, ou quantité extensive. La quantité extensive, c'est en effet la quantité qui est composée de parties. Vous vous rappelez le mode existant, moi existant, ça se définit précisément par l'infinité de parties qui m'appartiennent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que de la qualité, le blanc, et la quantité extensive, longueur ou grandeur? Il y a les degrés. Il y a les degrés qui sont quoi? Qu'on appelle en général des quantités intensives, mais qui en fait sont aussi différentes de la qualité que de la quantité extensive. Ce sont des degrés ou intensités. Or, voilà que un philosophe du Moyen-Âge, qui a beaucoup de génie, disait, c'est là que j'appelle juste un tout petit peu de savoir, qui s'appelait Duns Scott, disait, eh bien, le mur blanc, c'est le même exemple. Est-ce que ça veut dire que Spinoza a lu Duns Scott? C'est aucun intérêt, parce que je ne suis pas sûr du tout que ce soit Duns Scott qui invente cet exemple. C'est un exemple qui traîne dans tout le Moyen-Âge, dans tout un groupe de théories du Moyen-Âge. Le mur blanc, oui. Ben, il disait, la qualité, le blanc, a une infinité de modes intrinsèques. Il écrivait en latin, modus intrinsecus. Et Duns Scott, là, lui, innove, invente une théorie des modes intrinsèques. Une qualité a une infinité de modes intrinsèques.
Modus intrinsecus, qu'est-ce que c'est ça? Et il disait, le blanc a une infinité de modes intrinsèques, c'est les intensités du blanc. Comprenez, blanc égale lumière dans l'exemple. Une infinité d'intensités lumineuses. Il ajoutait ceci. Remarquez que là, il prenait des responsabilités, parce que là, ça devient nouveau. Vous direz, dire, il y a une intensité, il y a une infinité d'intensités de lumière, bon, rien. Mais qu'est-ce qu'il en tire et pourquoi il dit ça? Quel compte il règle, avec qui, etc. Ça devient important. Comprenez que l'exemple est typique, parce que lorsqu'il dit blanc ou qualité, il veut dire aussi bien forme. En d'autres termes, on est en pleine discussion autour de la philosophie d'Aristote. Il nous dit une forme a des modes intrinsèques. Ah, s'il veut dire une forme a des modes intrinsèques, ça ne va pas de soi du coup. Pourquoi? Parce qu'il va de soi que toutes sortes d'auteurs, toutes sortes de théologiens considéraient qu'une forme était invariable en elle-même et que seuls variaient les existants dans lesquels la forme s'effectuait. Duns Scott nous dit, là où les autres distinguent deux termes, il faut en distinguer trois. Ce dans quoi la forme s'effectue, c'est des modes extrinsèques. Donc il faut distinguer la forme, les modes extrinsèques, mais il y a autre chose. Une forme a aussi une espèce de, comme ils disent à cette époque au Moyen-Âge, a aussi une espèce de latitude. Elle n'est pas invariable, il y a une latitude de la forme. Elle a des degrés. Degrés intrinsèques de la forme. Bon. C'est les intensités, donc, des quantités intensives. Qu'est-ce qui les distingue? Quelle heure il est? Midi? Non, 4 minutes. 4 minutes, alors j'ai juste le temps de... Qu'est-ce qui les distingue? Comment un degré se distingue-t-il d'un autre degré? Là, j'insiste là-dessus parce que la théorie des quantités intensives, c'est comme la conception du calcul différentiel dont je parle. Elle est déterminante dans tout le Moyen-Âge. Bien plus, elle est liée à des problèmes de théologie. Il y a toute une théorie des intensités au niveau de la théologie. S'il y a une unité, si vous voulez, de la physique, de la métaphysique et de la théologie au Moyen-Âge, elle est très centrée. Par exemple, comprenez, tout un problème, ça rend beaucoup plus intéressant la théologie au Moyen-Âge. Tout un problème comme la Trinité. À savoir, 3 personnes pour une seule et même substance, ce qui encombre le mystère de la Trinité. On dit toujours, ils se battent comme ça, c'est des questions théologiques. Rien du tout, c'est pas des questions théologiques, ça engage tout, parce que c'est en même temps qu'ils font une physique des intensités au Moyen-Âge, qu'ils font une élucidation des mystères théologiques, la Sainte Trinité, qu'ils font une métaphysique des formes. Tout ça, mais ça déborde beaucoup la spécificité de la théologie. Sous quelle forme se distinguent 3 personnes dans la Sainte Trinité? C'est évident que là, il y a une espèce de problème de l'individuation qui est très très important. Il faut que les 3 personnes soient en quelque sorte pas du tout des substances différentes. Il faut que ce soit des modes intrinsèques. Donc ils se distingueront comment? Est-ce qu'on n'est pas là lancé dans une espèce de théologie de l'intensité? Lorsque aujourd'hui, la Klossowski, dans sa littérature, retrouve une espèce de lien très très étrange entre des thèmes théologiques dont on se dit, mais enfin d'où ça vient tout ça, et une conception très nietzschéenne des intensités. Je crois qu'il faudrait voir, comme Klossowski est un homme extrêmement savant, érudit,
Il faut voir quel lien il fait entre ces problèmes du Moyen-Âge et des questions actuelles ou des questions nietzschéennes. C'est évident qu'au Moyen-Âge, toute la théorie des intensités, elle est à la fois physique, théologique, métaphysique. Sous quelle forme? Ben, encore une fois, il y a des distinctions de degrés, qui sont des distinctions intrinsèques, intérieures à la qualité. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui distingue quantité intensive et figure, ou quantité extensive? Ben, c'est qu'une quantité extensive, elle est composée de parties. Elle est composée de parties homogènes. Et elle répond assez bien à la formule de l'infini actuel, première couche de l'individualité. Avoir une infinité, avoir un ensemble infini de parties extensives. Tandis qu'une intensité, qu'est-ce qu'il a défini? À ce moment-là, une quantité extensive, remarquez, là, il y a un point déjà très important, c'est que vous ne pouvez la penser que sous quelle forme? Vous ne pouvez la penser dans l'étendue que sous l'espèce de la durée. Vous ne pouvez penser une quantité extensive dans l'espace que sous l'espèce de la durée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la quantité extensive est le résultat d'une synthèse. Et que cette synthèse est une synthèse du temps. En effet, quand je dis une ligne, j'opère, suivant la durée, une synthèse des parties, des segments, n'est-ce pas, par lesquels je constitue la ligne. Ne serait-ce que dans la perception. Je regarde la longueur de la table, je commence par un bout, je progresse, il y a un moment où je m'arrête. La quantité extensive est constituée par une synthèse des parties dans le temps, des parties homogènes dans le temps. Et c'est à cause et en vertu de cette synthèse du temps, ou de cette synthèse dans le temps, que je peux dire, que je peux mesurer la grandeur extensive. Quoi? Il est midi, et dire, elle attend de mètres. Tandis qu'une quantité intensive, qu'est-ce que vous pouvez dire d'une quantité intensive? Une quantité intensive, vous pouvez dire quelque chose, et là, ça devient très fascinant. C'est pas qu'il lui manque quelque chose. On a tendance à interpréter comme s'il lui manquait quelque chose, mais rien du tout, il lui manque rien. Vous pouvez dire d'une quantité intensive qu'elle est plus grande qu'une autre, mais vous ne pouvez pas dire de combien. Vous ne pouvez pas dire de combien. Vous pouvez dire d'une chaleur qu'elle est plus grande qu'une autre chaleur. Vous pouvez dire d'une chaleur qu'elle est plus grande qu'une tiédeur. De combien, vous ne pouvez pas. Bien sûr, vous pouvez. Avec un instrument spécial, qui en fait est très complexe, qu'on appelle un thermomètre. Un thermomètre, comme ça a été mille fois dit, consiste à mesurer une quantité extensive. Et vous pouvez dire de combien une chaleur est plus grande qu'une autre, à condition d'avoir fait correspondre aux quantités intensives un système de quantités extensives. C'est bien connu. Sinon, si vous en restez aux quantités intensives, comme disait spirituellement Diderot, en additionnant deux segments, vous faites bien une ligne, mais en additionnant deux boules de neige, vous ne faites pas une chaleur. Bon. En d'autres termes, c'est des grandeurs non additives. Qu'est-ce que ça veut dire, des grandeurs non additives? Ça veut dire qu'elles ne sont pas composées de parties homogènes. Pourtant, elles sont multiples. Une chaleur, c'est une multiplicité. D'accord, c'est une multiplicité. Quel type de multiplicité? C'est une multiplicité non extensive. Ça veut dire quoi, une multiplicité non extensive? C'est-à-dire, c'est une multiplicité dont la multiplicité est appréhendée dans l'instant. C'est dans l'instant que vous appréhendez une chaleur comme chaleur. C'est bizarre, ça. Une multiplicité dont vous appréhendez la multiplicité dans l'instant. En d'autres termes, ce n'est pas une synthèse du temps.
C'est une synthèse de l'instantané, c'est une synthèse de l'instant. Oh, c'est une synthèse de l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les quantités intensives sont, si vous voulez, des longueurs, mais ce n'est pas des grandeurs. Ou si vous préférez, c'est des quantités, mais ce n'est pas des longueurs. Peu importe la terminologie. Au début du XXe siècle, le grand logicien des relations, comme par hasard, Russell, dans un livre qui reste un livre définitif, qui s'appelle Les principes des mathématiques, fera toute une théorie pour distinguer ce qu'il appelle les distances et les longueurs. Les longueurs, c'est le statut des quantités extensives, les distances, c'est entre autres, pas seulement, c'est le statut des quantités intensives. La distance se définit par quoi? Par, précisément, sa proximité ou son éloignement de zéro dans l'instant. Vous voyez, c'est plus du tout une synthèse de la succession dans le temps. C'est une synthèse de l'instantanéité. Pour l'instant, il faut une synthèse précisément qui est la synthèse intensive. Vous appréhendez dans l'instant la chaleur comme chaude, ou la chaleur comme plus chaude que telle autre chaleur, telle chaleur comme plus chaude que telle autre chaleur. Vous dites, ah, c'est encore plus chaud, ça se réchauffe. C'est pas que la chaleur moindre soit une partie de la chaleur plus grande. Vous avez deux distances dont vous pouvez dire l'une est plus grande que l'autre, mais vous ne pouvez pas dire de combien. Est-ce que quelque chose vous manque? Non. Rien ne vous manque pourtant. On dira aussi bien terminologiquement, c'est des grandeurs ordonnées et pas mesurées. C'est des grandeurs ordonnables sous forme du plus et du moins et pas mesurables. Sous forme de mesurable, ça signifie constitué de parties extensives. Bon, qu'est-ce qu'une essence singulière? Alors là, est-ce qu'on ne peut pas récupérer quelque chose de l'idée de Guéroult sur la vibration? Qu'est-ce qu'une essence singulière? Une essence singulière, dans notre réponse, chez Spinoza, ce serait un degré. Ce serait un degré. Ce serait un degré de l'attribut. L'attribut, c'est la qualité. L'essence singulière, ce serait tel degré. Donc, il y aurait des intensités, quand l'attribut, c'est l'étendue, il y aurait des intensités d'étendue. Qu'est-ce que ce serait? Les degrés, c'est des puissances. L'étendue sous telle puissance. L'étendue sous telle autre puissance. Il y aurait une distinction des degrés, des modes intrinsèques. Distinction intérieure à l'attribut qui ne se réduit pas et qui doit être très distinguée de l'autre distinction, la distinction entre les modes existants. Donc l'essence de Pierre et l'essence de Paul se distingueraient comme deux degrés, comme deux quantités intensives, comme deux puissances. Tandis que l'existence de Pierre et l'existence de Paul se distinguent au contraire, d'une toute autre manière, sous la forme de la distinction extrinsèque entre les parties qui appartiennent à l'un sous tel rapport et les parties qui appartiennent à l'autre sous tel rapport. Dès lors, tout devient lumineux parce que les quantités intensives, distance indivisible, distance dont je peux dire l'une est plus grande que l'autre, mais je ne peux pas dire de combien. Je peux dire l'une est plus puissante que l'autre. C'est des rapports de puissance. Ces quantités intensives s'expriment, qui elles se définissent uniquement par leur distance à zéro. Voyez, au lieu d'être en rapport avec des parties extensives qui forment une synthèse du temps, elles sont en rapport instantanément avec le degré zéro en fonction duquel on dit telle distance est plus grande que telle autre.
et chacune est en rapport avec 0. Elle n'est pas en rapport avec les parties. Et sa multiplicité, c'est son rapport indivisible à 0. S'il en était ainsi, s'il y a ainsi des distances, je peux dire chaque essence est une distance, c'est-à-dire une puissance. Et dès lors, c'est complètement normal que si les essences sont des quantités intensives, elles s'expriment dans des rapports différentiels. Puisque la quantité intensive est inséparable d'une définition par rapport à 0. Et que le rapport différentiel, c'est précisément ça. Tout devient lumineux. Hein? Je vais au secrétariat. Vous pensez à tout ça. J'aimerais bien que vous disiez un peu, que vous voyez, réfléchissez, et puis je reviens. Synthèse de la fraternité et le pôle ou la face éternelle de l'essence. Ouais, c'est vrai, ça je ne vais pas dire. Oui, ça c'est la question de l'éternité. J'étais là. En quel sens nous sommes éternels, oui. Ça, il faudrait que je le dise, oui. Oui, c'est vrai, ça. Tout d'un coup, ce point me lasse, oui, l'éternité. Ouais. Eh bien, je vais le dire. Mais alors, est-ce qu'il y a des remarques? Je suis sûr qu'il y en a que vous... Je suis sûr que... Ouais. Parle fort, hein. J'entends pas. Oui, si tu te lèves, c'est mieux, parce que ça t'ennuie, je traduirai si j'arrive à entendre. Oui, parce que ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'acoustique de cette salle est déplorable. Hein. Ils l'ont fait exprès. Vas-y, oui. Oh, la porte. Et on peut faire remarquer que le système de l'église dynamique et le contamination est quelque chose si on considère que la force est considérée comme une puissance. Comme une pulsation. Ouais. En termes de dynamique, un degré de chaleur, c'est équivalent à l'état d'un système de vitesse, de longueur, de molécules. Tout à fait, oui. En fait, on ne peut pas distinguer l'évolution d'une molécule par rapport à l'état du système dans l'instant. Par rapport à... L'état du système dans l'instant. Oui, c'est vrai, oui. Oui. C'est-à-dire, ce qu'il dit, en effet, ce qui peut intéresser ceux qui s'intéressent à tous ces problèmes, c'est que sur l'état des questions équivalentes, si vous voulez, à ce dont on a parlé chez Leibniz, en effet, le Menguérou a fait un livre très précis qui s'appelle Dynamique et métaphysique chez Leibniz, où vous trouvez tout un état de ces théories de la force au XVIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Oui, tout à fait, oui. Ouais. D'autre part, le système de thermodynamique permet de voir aussi la conception du travail du sujet comme n'étant pas avec les Comme n'étant pas... Comme étant de la réalité, oui, mais la thermodynamique, là, ça... Je ne sais pas si on peut introduire quoi que ce soit. Moi, ce à quoi je tiens, je dis ça comme ça, c'est que dans tout ce que j'ai fait avec des allusions, soit de physique, soit de géométrique, soit de mathématiques, je m'en tiens strictement à un état de la physique et des mathématiques de la seconde moitié du XVIIe siècle. Impossible d'introduire
des notions de thermodynamique, là, même si elles peuvent servir, parce que c'est des chemins de la science qui n'ont pas de correspondant, il me semble, au XVIIe. Mais en tout cas, la comparaison avec Leibniz au niveau et grâce au livre de Guéroult, oui, ça s'impose, oui. Non, ce que je voudrais savoir, c'est si, en gros, ce que j'ai presque terminé, c'est cette conception spinoziste de l'individualité. Donc, vous comprenez, on débouche, en effet, et j'aurais fini avec ça, sur, bon, eh ben, compte tenu de cette conception de l'individualité, quel est le rapport de l'individu avec la substance unique chez Spinoza? C'est ça qui nous reste à voir. Mais je voudrais que cette conception de l'individualité soit pour vous, enfin pour ceux qui s'intéressent à tout ça, soit très concrète, soit, en d'autres termes, que vous viviez comme ça, quoi. Car vous êtes, on est tous des petites quantités intensives, des modes intrinsèques, des petits clignotements, quoi. Oui, est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Est-ce qu'il y a des remarques? À propos de l'état de la réflexion sur la nature dans la seconde moitié du XVIIe, je voudrais que vous nous disiez quelque chose à propos des rapports entre l'état de la réflexion sur la génération et surtout l'exigence de singularité de ces sens. Et je voudrais placer le problème dans ces contextes. La seconde moitié du XVIIe siècle, c'était l'époque où les théories réformationnistes ont pris un essor considérable par rapport à l'épigénèse, à la théorie épigénétiste. Alors, dans cette théorie épigénétiste, on imaginait que l'homme s'est constitué par adjonction des parties. Et dans la réformationniste, que l'homme préexistait. Alors, il y avait plusieurs façons de présenter la réformation. Et une de ces façons de présenter la réformation, c'était la théorie de l'emboîtement qui prétendait, qui a été soutenue jusqu'à assez tard, particulièrement par Malebranche, qui prétendait que l'homme, c'est-à-dire que soit dans l'œuf, ou soit dans l'animalcule spermatozoïque de l'homme, tous les hommes, jusqu'à la fin du siècle, étaient présents depuis Adam. Est-ce que j'étais clair? Très clair, oui. Très clair. Je veux dire, ma question est... Ouais, et vous souhaitez quoi? Le rapport entre cette vision qui était, disons, dans la sensibilité de l'époque et l'exigence des singularités de ces sens dont vous avez parlé. Ouais. Je cherche un joint, quoi. Ouais. Je dirais très rapidement, enfin, ceci, il semble. Dans ce qu'on appelle le formationnisme, hein, il y a une certaine idée, en effet, comme il vient de dire, une certaine idée de l'emboîtement. À savoir que le vivant est emboîté dans le germe. Hein. Emboîté en quel sens? Il est comme enveloppé dans le germe.
Donc, que le germe se développe, en d'autres termes, le vivant est déjà là et se fait un mécanisme qui, à la lettre, est un mécanisme de développement ou d'explication. Les parties enveloppées se développent. Alors, c'est vrai d'abord où cette formule, la genèse, si vous voulez, ne fait qu'un avec un développement. La genèse ou l'évolution d'un vivant ne fait qu'un avec le développement de quelque chose qui est enveloppé dans le germe. Cela peut se concevoir d'abord au niveau de l'organisme adulte et du germe. L'organisme adulte est comme enveloppé dans le germe et l'évolution, ça consiste en ceci, que les parties enveloppées dans le germe se développent. Ça implique comme une espèce de développement par mise en extériorité, à savoir des parties qui sont enveloppées les unes dans les autres se développent. Un peu, vous voyez, comme les petits papiers japonais, là, comme le petit jardin qu'on plonge dans l'eau, et ils se développent, ils se déplient. L'évolution comme dépliement. Mais lorsque vous tenez une telle idée, il ne s'agit pas de savoir si elle est vraie ou fausse, encore une fois, ça n'a aucun intérêt, il s'agit d'évaluer ce concept d'enveloppement, l'enveloppement du vivant. Lorsque vous tenez un tel concept, vous devez évidemment vous ne pouvez pas le maintenir au niveau de organisme adulte, germe. Il faut aussi l'établir au niveau de l'espèce. Vous ne pouvez pas l'arrêter au niveau de l'individu. Il faut qu'il vaille au niveau de l'espèce. C'est-à-dire, la première, ce n'est pas seulement le germe de mouche qui contient toutes les parties de la mouche qui se développeront à partir du germe, mais c'est la première mouche qui contient toutes les mouches. Hein? Ça devient plus intéressant déjà. Là, il y a une vision de l'évolution de l'espèce telle que la mouche primitive contient toutes les mouches à venir. Donc, toute évolution est conçue sur le mode de enveloppement-développement, ou, en termes logiques, implication-explication. Parce que l'explication, c'est développer, implication, c'est envelopper. Alors, à première vue, ça paraît très simple comme idée. Ça paraît bizarre, en effet, comme il vient de dire. Il y a des textes de Malebranche très beaux, même très comiques, très puissants, très profonds, sur cette première mouche qui contient l'infini des mouches. J'insiste là-dessus, c'est que, à quel point il ne s'agit pas de considérer cette théorie à la lumière de la biologie actuelle et dire « Ah ben non, ça ne va pas », c'est comme dans les manuels, vous voyez, on dit « Ah, à ce moment-là, il croyait à la préformation », c'est ça la préformation. Mais ensuite, dans le courant du XVIIIe et puis dans le XIXe siècle, on y a substitué un tout autre concept, l'épigénèse. Et l'épigénèse, c'est au contraire l'idée que le développement opère par formation nouvelle. Que le développement va d'un indifférencié à des différenciations et que les différenciations ne sont pas préinscrites. C'est en gros le point de vue de l'épigénèse par opposition au point de vue de la préformation. Quand on en reste à une espèce de manuel qui va vite, on a l'impression vraiment que les gens du XVIIe siècle qui croyaient à la préformation étaient débiles, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la mouche primitive qui contient toutes les mouches à venir? Qu'est-ce que ça veut dire? Au point que c'est tellement débile, la manière dont on nous le présente, qu'il faut leur faire confiance, et quand même que ça devait vouloir dire autre chose pour eux. Et peut-être que vous auriez des éléments, là je ne voudrais pas, et puis je n'ai pas préparé, il faudrait des textes plus précis, donc je m'en tiens à des choses très simples, mais avec ce qu'on a dit aujourd'hui, vous auriez quand même des pressentiments possibles sur le sérieux, sur le véritable sens du point de vue préformationniste.
Parce qu'il est évident que c'est inséparable d'une conception de l'infini actuel, là aussi. Lorsqu'ils parlent de ces infinités de mouches qui sont contenues dans la mouche originelle, c'est évident que ça ne se comprend qu'à partir d'un infini actuel appliqué au vivant. Tandis que, évidemment, une théorie comme celle de l'épigenèse ne peut apparaître. Si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse, aussi bien en sciences qu'en philosophie. Il ne faut pas croire qu'une théorie peut apparaître à n'importe quel moment. Une théorie ne peut apparaître, je dirais presque en règle générale, une théorie ne peut apparaître que quand il y a déjà le système symbolique qui la rend possible. Si vous vous demandez pourquoi le calcul différentiel n'apparaît pas comme tel dans l'Antiquité grecque, c'est pas parce qu'il manque de génie, évidemment. Pas parce qu'il manque du génie nécessaire. C'est parce que les mathématiques ne disposent pas des systèmes symboliques qui rendent possible l'apparition et l'exercice du calcul différentiel. Et c'est évident pour toutes les sciences et pour toutes les découvertes en sciences qu'elles surviennent que quand elles sont possibles, et c'est pas tellement difficile d'assigner dans une découverte ce qui la rend possible à tel ou tel moment. Ça ne veut pas dire qu'elle surgira nécessairement, mais encore faut-il qu'elle soit possible. Or, je crois que ce qu'il faudrait précisément appeler un système symbolique dans le domaine des sciences ou dans le domaine de la philosophie, c'est cet ensemble de conditions de possibilité linguistiques. Ce sont les formes d'expression qui rendent possible l'énoncé, tel ou tel type d'énoncé. Alors, il va de soi que l'épigenèse, je dirais, à savoir l'idée que l'évolution du vivant n'est pas une explication, n'est pas un développement, mais se fait par étapes non comprises dans l'étape précédente, c'est-à-dire se fait par différenciation et non pas par développement. Je veux dire, avec l'épigenèse, c'est à la lettre une négation du concept de développement. On substitue le concept, si vous voulez, de formation, de différenciation au concept de développement. Or, pour substituer un concept de différenciation à un concept de développement au niveau de l'organisme, il a fallu l'écroulement de l'infini actuel. L'infini actuel était un système symbolique au XVIIe siècle qui rendait comme nécessaire et qui imposait la théorie de la préformation. Si bien que se demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux la préformation, il me semble que c'est un problème qui n'a strictement aucun sens. Une théorie est vraie ou fausse en fonction de tel ou tel système symbolique. Alors, la question rebondit, est-ce que le système symbolique de l'infini actuel est vrai ou faux? La question n'a aucun sens. Ce qui a un sens, c'est qu'est-ce qui a conduit à abandonner ce système-là? Qu'est-ce qui a conduit à abandonner? Or, ce qui a conduit à abandonner, c'est jamais des raisons négatives. Ce n'est jamais pour des raisons propres au système qu'on abandonne un système. C'est toujours pour des raisons positives, c'est-à-dire par pression, précipitation exercée par le système naissant, par l'autre système. C'est pas au niveau des faits que l'on peut poser la question. L'évolution du vivant est-elle assimilable à un développement de quelque chose d'enveloppé ou à une différenciation? C'est pas au niveau des faits, c'est évident. C'est au niveau du système symbolique, et il y a un système symbolique pour le vivant, tout comme il y a des systèmes symboliques en mathématiques. À savoir, si vous pensez le vivant dans un contexte d'infini actuel, ce qui était absolument le cas pour à la fois l'histoire naturelle et la théologie qui faisait cause commune au XVIIe siècle, à ce moment-là, l'évolution du vivant est du type développement-explication. Et des notions de préformation et des notions d'épigenèse ou de différenciation sont strictement dénuées de tout sens. Pour que arrive au jour un concept équivalent à celui de différenciation, à mon avis, il faut non seulement le travail du XVIIIe siècle qui n'y arrivera pas, il faut très précisément la révolution romantique.
Il faut la révolution romantique, à savoir l'accent mis sur la synthèse du temps et sur une synthèse du temps créative. Alors, un système symbolique où le temps est créateur, à ce moment-là, un concept comme celui d'épigenèse, de apparition de quelque chose de nouveau par différenciation devient possible. Il vous faut une toute autre conception, une toute nouvelle conception du temps. Inversement, quand vous pensez en termes d'infini actuel et que vous êtes dans un point de vue préformationniste, ça ne consiste pas à nous dire simplement il y a une grosse mouche primitive qui contient toutes les mouches à venir. Pour une raison très simple, c'est que, comme je viens de le dire, les parties enveloppées, c'est des parties infiniment petites. Pour eux, le germe, c'est, si vous voulez, la sommation des parties organiques d'un animal, mais à l'état de quantité évanouissante. Vous retrouvez exactement le thème de l'infini actuel et de l'infiniment petit. Si bien qu'ils ne veulent pas dire du tout, même quand ils s'expriment comme ça, c'est pour rigoler, ils s'expriment comme ça. Ils ne veulent pas dire il y a une mouche primitive, une grosse mouche qui contient toutes les mouches à venir. Ils disent même exactement le contraire. Ils disent il y a une mouche infiniment petite. La mouche infiniment petite, c'est simplement l'ensemble des rapports différentiels entre les parties évanouissantes, les parties infiniment petites de la mouche. Et les mouches réelles ne sont que l'effectuation de ces rapports. Évidemment, c'est plus du tout une métaphore de ressemblance, ça ne veut pas dire il y a une mouche qui contient toutes les mouches. C'est une théorie de l'infini actuel appliquée à la matière vivante. Alors là, ça devient très très intéressant. Au point que il n'y a jamais opposition deux par deux d'une théorie. Les phénomènes dits de différenciation, ils en rendront compte très bien. Eux, ils diraient, mais la différenciation animale, c'est tout simple. C'est qu'un même rapport, un rapport biologique, peut s'effectuer dans des ensembles différents, tout en restant le même. Il y aura une différenciation à partir de là. Donc, quand des théories scientifiques, moi c'est ça qui me frappe, quand des théories scientifiques paraissent complètement dépassées, elles ne paraissent dépassées que dans la mesure où on ne tient pas compte des systèmes symboliques auxquels elles renvoient. Et si vous ne tenez pas compte des systèmes symboliques, en effet, elles deviennent complètement puériles, ces théories. Encore une fois, le préformationnisme, si je le présente comme dans les manuels d'histoire de biologie, sous forme de gens qui croyaient que le vivant adulte était contenu dans le germe, mais ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. C'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils disent tout à fait autre chose. Ils disent exactement, si vous voulez, ils disent si vous arrivez à des derniers corpuscules, eh ben, ces corpuscules que vous allez traiter comme des quantités infiniment petites, c'est-à-dire des parties organiques infiniment petites, ben, ces corpuscules ont des rapports de type rapport différentiel, et les vivants que vous voyez ne sont que l'effectuation de ces rapports. C'est ça le préformationnisme. C'est irréfutable. C'est irréfutable en fonction du système symbolique dont ça dispose. Hein? Ouais, voilà. Bon. Oui. Oui. C'est en rapport avec le statut de Spinoza. Il ne parle pas simplement d'un ensemble infini actuel d'éléments infiniment petits avec des rapports. Il pose une très curieuse identité. Il pose la question justement du rapport de la physique à la métaphysique. Parce qu'il pose l'identité de l'élément infiniment petit avec la partie. Or, poser une telle identité, c'est nécessairement passer de la notion d'ensemble, du concept d'ensemble infini actuel d'éléments, à un autre cercle qui est
partie d'une totalité, d'une unité. Alors, en quoi, justement, un élément est-il différent ou identique à la partie d'une totalité, d'une unité? De même, Spinoza y parle d'une essence singulière du mode fini en tant que puissance singulière. Mais pourquoi l'essence qui précède l'existence, pourquoi admet-il que cette essence comme puissance singulière est dans une autre identité avec l'être réel? Est-ce que l'on peut dire que l'être est le réel? Ou encore, si l'on admet ces mots de partie, d'unité, de totalité, d'être, est-ce qu'on n'est pas déjà dans un langage métaphysique qui empêche justement d'affirmer que le pur réel, le pur physique ou l'absence complète d'idéal ou possible? Je comprends la question. Alors moi, j'y répondrai. Évidemment, si tu la poses, c'est que tu as une réponse à toi. Alors, on va voir si c'est la même. Moi, je dirais ceci. Il y a une chose qui ne me convient pas complètement dans la manière dont tu poses la question, parce qu'il me semble que tu la poses en tant que tu es du 19e siècle et bien plus du 20e. Pour des hommes comme Descartes, Spinoza, Leibniz, et particulièrement, je dirais, pour Spinoza, il y a sûrement des distinctions entre science, métaphysique, et bien plus toutes sortes de domaines, physique, biologie, mathématiques, etc. Il y a des distinctions. Mais, encore une fois, il n'y a jamais de conflit. Il n'y a jamais de conflit. C'est comme des domaines d'être qui se renvoient les uns aux autres. L'idée qu'il puisse y avoir un conflit, par exemple, entre la science et la métaphysique, tout ça, c'est une idée qui me paraît justement ne trouver son intelligibilité que dans le travail de Sappe du XVIIIe siècle. Mais au XVIIe, c'est des types qui vivent, c'est ce que j'ai essayé de dire, qui vivent une espèce d'équilibre. C'est même pas qu'ils soient à la fois mathématiciens, métaphysiciens, physiciens. C'est que c'est même pas non plus que ce soit la même chose, tout ça. C'est que ça se complète tellement en vertu justement de leur système symbolique. Alors je reprends tes termes. En quel sens j'essaie de répondre à ta question plus directement? Je dirais unité, totalité, partie, tout. Chez Spinoza, qu'est-ce que c'est? J'ai un premier sens de partie. Partie égale corps les plus simples. Éléments extrinsèques, c'est-à-dire éléments qui reçoivent leur détermination du dehors. Éléments sans intériorité. Une partie, ce sera un élément sans intériorité, qui reçoit son mouvement du dehors. Donc voilà tout un sens de partie. Tout, qu'est-ce que ça voudra dire à ce même niveau? Tout, ça voudra dire tout ensemble infini constitué par ses parties. Et encore une fois, ces parties n'existent que par ensemble infini. Le mot tout aura lui-même un sens précis. Unité, eh ben, ce sera l'unité d'un ensemble infini qui, sous un certain rapport, contient, comprend toutes ses parties. Donc j'aurai un premier sens de toutes ces notions. Maintenant, je passe aux essences, non plus aux parties extensives qui composent mon existence, mais aux essences singulières, vous, moi, etc., au-delà de l'existence. Les pures essences. Je constate que le tout, les parties, l'unité, etc., prendra un autre sens. Quel autre sens? Là, j'invente pas. Je veux dire, je prends deux textes de Spinoza. Il nous dit, les corps les plus simples sont les parties d'un corps composé.
Et il nous dit, d'autre part, deuxième texte, chaque essence est une partie de la puissance divine. Bon, c'est évident, avant même que je comprenne pourquoi, je saisis que dans les deux textes, le mot partie n'a pas du tout le même sens. Lorsque Spinoza nous dit les corps les plus simples sont les parties des corps composés, lorsqu'il nous dit ça, partie veut dire partie extensive déterminée du dehors. Déterminée du dehors à quoi? Déterminée du dehors à entrer sous tel ou tel rapport qui correspond à telle essence. C'est des parties extensives, on a vu leur statut. Lorsqu'il nous dit chaque essence est une partie de la puissance, je n'ai pas besoin et je ne force en rien le texte. La puissance, c'est quoi? C'est pas une quantité extensive, c'est une quantité intensive. Partie voudra dire part intensive. Une partie intensive, c'est-à-dire part, voudra dire ici un degré. Degré de puissance. Et la phrase devient intelligible. Chaque essence singulière est un degré de puissance. On ne peut pas dire plus simple. Chaque essence singulière est un degré de puissance. Mais les corps simples, qui sont des parties des corps composés, ce n'est pas du tout des degrés de corps composés. Ce sont les parties ultimes, c'est-à-dire les éléments infiniment petits qui composent en extension un corps composé. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un sens, par exemple, si je prends les termes partie-tout, je ne dirais pas qu'il y a un sens physique ou scientifique de partie-tout et un sens métaphysique de partie-tout. Je crois que, en effet, il faut beaucoup plus la série des concepts dont chacun est irréductiblement physico-mathématico-métaphysique. Simplement, il y a partie au sens de partie extensive, et il y a à la fois une physique, une mathématique et une métaphysique des parties extensives. Et puis, il y a un tout autre sens du mot partie intensive, qui lui-même a une physique, une métaphysique des parties intensives. Oui, voilà dans quel sens, moi, je répondrai à ta question. Si j'y ai répondu, je ne sais pas bien. Et toi? Moi, je ne peux pas reconnaître ce langage quand on parle d'unité, de totalité, d'être. C'est quelque chose que je laisse tomber. Ah oui, mais là, tu deviens dramatique, parce que c'est pas avec moi que tu romps, c'est avec Spinoza. C'est avec Spinoza que c'est Spinoza dont tu veux pas. Non, mais le langage. C'est pas ma faute, voilà. Le langage qui emploie, en fait, c'est quelque chose qui me semble qu'il y a dans parce qu'il y a ce langage-là encore, eh bien, nécessairement, les intensités, il y a certaines intensités du réel qui doivent être nécessairement réduites. Il faudrait trouver lesquelles. Oui, je te pressens, Oui, mais là, on est bien d'accord sur ceci. Tu es en train de me dire, ben oui, voilà pourquoi Spinoza ne me convient pas. Parce que malgré tout, il subordonne tout le domaine des intensités à un certain point de vue de l'être et de l'unité. Et comme ça, il perd des intensités, dont je ne sais pas bien lesquelles c'est, mais je suis sûr qu'il les perd. Alors, ça me dépasse. Moi, je ne suis là que comme représentant de Spinoza. Alors, Par exemple, il y a deux livres deux livres au moins de quelqu'un, d'un philosophe français, qui a posé directement le problème des bien sûr très peu inabordé en France, des rapports, des relations
du rapport entre les termes et les relations. C'est Jean Val, dans son livre Traité métaphysique, et dans un autre livre qui s'appelle Vers la fin de l'ontologie. Eh bien, il me semblait tout à fait remarquable que dans ces deux livres, il cherchait, à travers toute une analyse, pas simplement de Spinoza, mais de l'ensemble de l'histoire de la philosophie, à découvrir ou affirmer un réel qui soit justement délesté de tout ce langage. Tout ce langage, non, je dirais pas ça. tout ce langage métaphysique où il affirmait à chaque fois, quel que soit le point où il allait dans sa pensée ou la limite de sa pensée, qu'il y avait quelque chose d'en deçà et d'au-delà des termes ou des relations, des parties, des tout, et que, justement, on ne pouvait pas finalement affirmer une physique qui reste ou un réel, ou une puissance singulière réelle, qui soit encore captive de la métaphysique, ne serait-ce que de ce langage. Ouais. Nécessairement, on est décompté ailleurs. Oui, mais là, à la fois, tu me... Tout le problème des rapports entre les fragments, les éléments et les parties. Ah, ça, je voudrais dire deux choses. C'est qu'évidemment, tu me donnes un coup de poignard dans le cœur, parce que tout revient à dire, bon, bah d'accord, mais Spinoza, c'est pas le dernier mot de tout. Ça, j'en suis bon, mais dans la mesure où je faisais, et avec votre plein accord à tous, un cours sur Spinoza plutôt que sur autre chose, je ne m'occupais pas d'autre chose. Si donc, à la fin, tu arrives et tu me dis, oh bah oui, mais enfin, Spinoza, c'est pas si fameux que ça, il y a mieux. Oh, moi, je ne poserai pas les questions comme ça. Je ne me demanderai pas s'il y a mieux. Et d'autre part, c'est pour ça que je corrige quand même quelque chose de ce que tu dis. C'est très vrai ce que tu viens de dire sur Jean Val. Mais justement, si je souhaite avoir apporté quelque chose à ce semestre, c'est, je ne suis pas sûr d'avoir raison, c'est d'avoir redressé une idée toute faite sur le XVIIe siècle. Parce que Val, y compris, pense qu'une théorie des relations, indépendante de leurs termes, c'est un acquis d'une philosophie assez tardive. Et notamment, il reproche, et je me rappelle des textes de Val très très formels, à toute la philosophie, toutes les philosophies du XVIIe siècle, d'en être restées à un point de vue dit substantialiste, où les relations sont comprises à partir de leurs termes. Si bien que pour Val, et ça se comprend mieux dès lors, une logique des relations, telle que Val la souhaite, une logique et telle qu'il l'emprunte aux Anglais et aux Américains, une logique des relations ne peut se faire que sur la destruction de l'ontologie du type XVIIe siècle. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'était que, sûrement, il avait raison de son point de vue, ça, très bien, mais que c'était en un sens plus compliqué que ça. Car s'il y a une première étape d'une théorie des relations indépendantes de leurs termes, c'est bien dans cette seconde moitié du XVIIe siècle. Et que bizarrement, l'ontologie, pour eux, loin de les empêcher de dégager ce domaine des relations, est au contraire un levier et un foyer très puissant pour arriver à une conception des relations plus profonde que les termes. Et que c'est pas par hasard que c'est dans la perspective de cette ontologie qu'on est arrivé à toute cette conception de l'infiniment petit ou de l'actuel ou de l'infini actuel. Alors, si j'avais à discuter un point uniquement historique de Val, c'est que je ne crois pas que la théorie des relations, au sens où tu la réclames, est son point de départ, si tu veux, avec la critique de l'ontologie. Moi, j'ai le sentiment que, par exemple, chez Spinoza, encore une fois, chez qui il y a une conception de l'être qui est irréductible, vraiment irréductible à tout étant, aussi bien à la substance qu'à au mode, cette espèce de déploiement de l'être lui permet précisément de faire quelque chose de très, alors là, de très très fantastique, qui est le déploiement d'un système de relations très, qui ne se réduit pas du tout à leur terme. Mais alors oui, mais là, c'est un peu, si tu veux, là-dessus, toi, ton exigence, ça consiste à dire,
si je la traduis le plus fermement et le plus modestement que je peux, c'est bon, d'accord, mais il faudrait arriver à faire à la fois une théorie des relations et une théorie des intensités qui n'impliquerait pas d'ontologie. Hein. Oui, alors tu dis, qu'est-ce que ce serait que ces intensités libérées de tout point de vue de l'être Oui, ça revient presque à dire que toi, tu as envie d'aller dans cette direction, ça, mais je veux dire là, très bien, très bien. Mais je n'y vois aucune raison pour dénoncer dans Spinoza une insuffisance quelconque. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est, indépendamment de la question, est-ce que vous vous sentez spinoziste ou pas, quel effet ça vous fait une pensée qui a ce mode, quoi. Je veux dire, je sollicite plus votre émotion que votre rapport avec cette pensée. Finalement, j'espère. Ce que vient de dire Comtesse, c'est que Dieu merci, Spinoza, il a sûrement pas tout dit, sinon ça s'arrêterait. Il n'y a que Hegel pour croire avoir tout dit. Mais vous comprenez, on sait bien qu'on ne dit pas tout quand on est oui, enfin. Alors Spinoza, il n'a pas tout dit. Ouais, mais traitez-le comme une œuvre d'art, à condition de traiter les œuvres d'art comme quelque chose de vital. Qu'est-ce que c'est en effet? Je veux dire, en quoi c'est vraiment une pensée qui, à mon avis, je l'ai beaucoup approché des autres du XVIIe siècle. Mais en même temps, ce qui me reste à dire la prochaine fois, c'est deux choses. C'est répondre à la question de Richard sur l'éternité, comment dès lors Spinoza prétend qu'elle est vécue, et qu'est-ce que c'est que ce point de vue de l'être? C'est-à-dire répondre aussi un peu à Comtesse, qu'est-ce que c'est ce point de vue de l'être dont Spinoza estime avoir absolument besoin d'un bout à l'autre de sa théorie? Ouais, voilà. Et bien on verra ça la prochaine fois.